Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, c'est l'épisode 56 et ça fait trop plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. À ma gauche, mes cracks, on a Dr H. Salut. A.K.A. a lot of cracks. Non, ça c'est mon nom sur Discord. Merci d'ailleurs pour celles et ceux qui nous suivent sur Discord. On a évidemment à la réalisation ma chérie Gaëlle Canicagnan et on a le showrunner Mourad Mokadem qui vous suit sur le chat. Évidemment, Kevin est passé chez le coiffeur. Et ouais, et oui, c'est vrai. Je suis passé chez le coiffeur parce que c'était gratuit. Hein, mon pote Damien du cigare à moustache, il était au salon de la coiffure là. Okay. Ouais, il était au salon de la coiffure et donc il m'a demandé si je pouvais venir, genre en mode parce qu'il a coupé devant tout le monde. C'était trop gênant. Pourtant, j'ai fait de la scène devant beaucoup de gens. Pareil. Mais là, de me faire couper les cheveux devant 20 personnes et des gens qui passent, qui s'arrêtent, puis qui repassent. Mais non, mais écoute, voilà, il a fait ça, j'étais content. Merci beaucoup, Ken Pachi. Merci à Sousa qui s'est abonné avec son Prime et aussi à Conan the Berber. Mani le chat qui est sur la table. Ouais, on a là, pour celles et ceux qui nous regardent, on va avoir une caméra fixe, on est ensemble, on est avec vous, voilà, pour vous regarder droit dans les yeux. Parce qu'on est en train en même temps de faire des montages, des machins. Donc notre Gaëlle, elle peut pas être au four et au moulin. Elle fait tout là. Là, elle est en train de lire vos messages. En même temps, elle a géré le son, machin. Elle est sur tous les fronts. En tout cas, ça fait trop plaisir de vous revoir. Cette casquette est incroyable, mais oui, je sais. J'ai d'ailleurs une vidéo à vous lâcher concernant mes dates de spectacle qui seront le 25 octobre à Rennes, c'est la semaine prochaine, et le 26 novembre à Paris. Donc, je compte sur vous, mes cracks, pour soutenir. En tout cas, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la Martinique parce que c'est assez chaud ce qui se passe en ce moment. Madinina, ça va être le sujet principal. On remercie EDTS, le bureau d'études et de conseil en ingénierie industrielle de Fego dans le chat qui nous soutient, ce magnifique sponsor. Merci beaucoup. Il nous a donné de la force et merci à vous tous aussi pour la force sur le Tipeee et sur le Twitch. Merci beaucoup. Alors, bah ça fait plaisir, Rox. Moi, je vais chercher mes 2 places jeudi pour ton spectacle à Rennes. Ah bah ça fait trop plaisir. On lit quelques messages concernant le dernier épisode, comme d'habitude. Mohamed sur YouTube qui nous dit salam, salut, toujours au top. Avec et pour les cracks. Merci. Et ben merci beaucoup, Mohamed. Ça fait trop plaisir. Ça perd l'hypopète qui dit bonjour Kevin, bonjour Dr Hamza. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous écouter. Vos sujets sont toujours aussi intéressants que pertinents. Tantôt je suis ému, surtout quand il s'agit de Gaza et de l'état de notre monde, et certains moments me poussent à l'introspection. Petite suggestion du jour, ce serait sympa, voire bénéfique, que Dr H puisse réaliser des podcasts sur certains sujets, car je sais pas pour vous, mais moi je pourrais passer des heures à l'écouter. En tout cas, un tout grand merci pour ce que vous faites. Dike Kussen de la part de la Belgique. C'est trop gentil. Et bah écoute, les chroniques H, on va en avoir d'autres. Bah oui. Bah voilà, il va y avoir d'autres chroniques H. Mais oui, vous inquiétez pas. On va en faire d'autres, vous inquiétez pas. Je réalise, Raji qui dit, je réalise que vos vidéos sont de la matière pour de la réflexion, pour penser. Vous êtes ma nourriture spirituelle. Dr H doit être une espèce de salade César bien diététique et Kevin plus une douceur genre chocolat. J'aime bien, ouais, j'aime bien, ouais, pourquoi pas, merci, ça, c'est gentil. Vision qui dit tout droit de l'Australie, français de souche, j'ai quitté l'Hexagone depuis 15 ans, mais grâce à ce podcast, je peux rester aux nouvelles. Merci pour vos discours philosophiques, Dr H, ça fait du bien à la matière grise et un oasis de rafraîchissement culturel. Putain, ça fait plaisir. Trop gentil, merci. Angel qui dit merci Doc d'expliquer aux gens que l'argent n'est qu'un instrument de domination des puissants et que la vraie richesse réside dans le territoire, les armes et les moyens de production. J'essaie d'en parler autour de moi, personne n'a l'air de comprendre. Et ouais, il y a du chemin. Lies qui dit gros bisous à tous les cracks. Merci à vous deux. Encore une fois, vous donnez du courage à tout le monde. J'adore l'idée que vous ayez créé le nouveau One Piece et que le trésor, à la fin, ce sera le tribunal de Gaza. Ah! Pas mal. On est tous chauds. Ouais, on est grave tous chauds pour ce fameux tribunal. Lorem qui dit ce serait bien d'arrêter de citer Le Figaro, qui est un média extrêmement problématique, connaissant bien cette presse. Maltraite les employés, licencie en masse sans une once d'humanité. S'il vous plaît, je vous adore, donc ne donnez pas de visibilité à ce type de support qui pollue le monde journalistique en France. Merci et je regarde toutes vos vidéos avec plaisir. Waouh. Alors, chose importante, je suis tout à fait d'accord sur le constat du Figaro, mais en réalité, là, il faut le voir autrement. Quand on cite Le Figaro ou un autre journal du diable, en fait, c'est simplement pour montrer que ça vient pas de nous. Ouais.
montrer que ce n'est pas en notre faveur, que ce n'est pas notre billet de confirmation. On cite pas Blast, voilà, voilà. Parce qu'on pourrait toujours dire ah ouais mais ça c'est vous qui le dites. Ou ouais voilà c'est ça. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Bah oui, parce que quand tu leur dis oui Mediapart a dit Mediapart. Ouais. Et donc en gros on veut pas jouer le jeu. Quand vous dites que quand vous dites qu'un journal pour Satan Magazine dit quelque chose d'important, de bien, ouais, on entend pas bien, c'est ça. Bah là ce qu'il est. Il y a une direction. Non, c'est juste que c'est juste qu'il était par là-bas. Ah oui, donc, normalement. C'est vrai que c'est précis. Hein. Ouais. C'est précis. Hein. Non, un petit peu, ouais. Voilà, normalement, là, on est bon. On m'entend fort et clair. Et parle bien devant le micro, nous dit le showrunner. Voilà, c'est ça. Je parle bien devant. Je parle bien devant. Mais c'est ça, donc, bien devant. Voilà. Que ce soit bien, l'important. Donc non, voilà, c'est pour dire que lorsque vous avez un truc, quand vous avez un article de Satan Magazine, bah au moins vous êtes sûr que si eux carrément ils finissent par le dire, c'est que c'est non seulement vrai, mais c'est même trop vrai. En fait, c'est simplement pour ça. C'est purement illustratif. Mais évidemment, en vrai, je pense qu'on est quand même d'accord que c'est pas nous qui allons faire de la pub pour un journal comme Figaro ou CNews ou je ne sais quoi. Mais je comprends. Hein, on est totalement d'accord sur le fait que c'est pas du journalisme. Hein. Ouais, non, bien sûr. C'est une absolue. Hein. Alors, bébé, il y a Mourad qui te demande si tu peux mettre la tranche de Damza. Non, ma tranche un peu moins forte que celle d'Amza. Ah, attends. Alors, j'essaie de voir laquelle c'est. Là, je tire sur quel fil ? Ah, voilà. Donc, il faut juste switcher. Voilà, c'était pour ça. Ensuite, alors des lectures sur Monnerville, il y en a que 2 et je crois que je vais peut-être écrire un livre là-dessus parce que j'ai que 2 livres sur Monnerville. Il y en a un sur lequel je me suis basé pour écrire ma comédie musicale, et il y en a un autre, mais c'est 2 Monnerville. Il en a écrit plusieurs d'ailleurs. Il en a fait un sur Clémenceau et il y en a un autre, c'est sur 22 ans de présidence et j'ai pas réussi à le finir pour l'instant, c'est très dur à lire. Bref. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Mais je pourrais. J'ai bien envie de me chauffer à écrire un truc sur Monnerville. Gros bisous, les cracks. Merci à vous deux. Encore une fois, vous donnez du courage à tout le monde. Ah oui, pardon. Il y a RSKO qui dit je vous suis depuis le premier épisode et franchement coup de cœur, je m'en lasse pas. On apprend. Avec vous, on en apprend sur l'actualité tout en détente. Ça fait plaisir. Pour compenser 1h20 de route tous les jours. Continuez comme ça. Bah écoute, on va pas lâcher. Hein. Et plus vous nous soutenez, plus on est là. Il n'y a pas de souci. Et Humana Chouchou qui dit encore une superbe émission. Merci pour les moments de philo de fin de live. J'ai bizarrement hâte à ce que l'émission ne pourra être constituée que de news HMD et de moments philo. Ah bah, oui, on aimerait bien c'est ce qu'on aimerait aussi. Alors attends, tiens, on a 2 derniers messages. Non, on n'en a pas 2, si 3. Ellie qui dit salut les cracks, merci pour votre contenu de qualité, top, vous nous régalez. J'ai rigolé lorsque vous avez évoqué les taxes sur l'héritage. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Mon père est décédé il y a 1 an, paix à son âme. Après passer chez le notaire 15 minutes, 2500 € de payer entre ma soeur, ma mère et moi pour un héritage de 2000 € à partager. Je tiens à préciser qu'aucune dette est en cours. Où va le pognon ? Je passe en mode no comments. Mais pareil, partons, hein, mais notaire, ça doit élimination totale du système social. Mais ça ne devrait pas exister. Mais le pire, c'est que je crois que j'avais déjà vu un document qui expliquait de quoi étaient constitués les frais de notaire, mais je crois que en fait, eux, ils prennent pas un grand pourcentage, le pire dedans. Enfin, ils prennent un pourcentage, mais je crois qu'il y a encore une partie dans les frais de notaire qui va dans les caisses de l'État. Hein. Oh, c'est pas improbable. Ça. Si tu regardes le camembert, tu fais ah merde, en fait, peut-être le notaire, il y a 20%. Mais je crois que dans les 100% de la somme, il y a genre voilà les trucs de taxes d'État. Non, mais les notaires, c'est juste le reste des systèmes de privilèges de la noblesse. Hein. Ils n'ont aucune pertinence. Hein. Oui, parce qu'en fait, en vrai, l'État aurait pu le faire. Bah, évidemment. Si c'est juste donner des matrices de documents et d'attester. Et à la limite, un tableau fiscal, vas-y. Voilà. Principe, si tu veux. Mais oui, parce que c'est pour authentifier les actes. Bah vas-y, l'État, il le fait en fait. Tu vas à la mairie, hop, t'authentifies. État civil, c'est ça même. Tu vois, regarde Besmet qui dit que 14 cas de notaires, ils prenaient 2,6 et le reste, c'était l'État. Ah, d'accord. C'est une dinguerie quand même. Ah, donc c'est pour ça qu'ils augmentent encore leur marge aussi. Ouais. Voilà. Ouais, bah. Mais enfin, oui, non, mais je tiens juste à préciser qu'ils. Pardon, ils font rien les notaires. Hein. Ouais. Ils lisent les actes. Oui, voilà. Non, mais ils sont là pour dire. C'est bon, notez, vous l'avez bien bu. C'est vrai, voilà, notez, bu. C'était cool. Voilà. Ils l'ont bien fait devant moi. Ils l'ont bien fait devant moi. En ma présence, j'atteste. Et sachant que maintenant, en plus, c'est truc électronique et tout machin, donc en ma présence, même pas, hein, parfois. En plus, exactement. Bref. Non, parce qu'avec le Covid et tout, ils se sont dit, ah bah finalement, ça marche bien. Et oui, attention, puis en plus, là, tout le monde parle de. Justement, tu sais, la marge dont tu viens de parler, de 5 machin, c'est par acte. Et ça, c'est pas leur salaire mensuel. Hein.
Ça, c'est par acte. C'est par acte. Donc, comptez le nombre d'actes au quotidien, puis ensuite sur le mois. Ouais, non, Ouais, c'est vrai. très sympathique d'être notaire. Pas clerc de notaire. Les sous-fifres des notaires, les pauvres. Ouais. Et ceux qui travaillent pour de vrai, justement. Ouais. C'est toujours la même chose, hein. C'est drôle. Hein. Putain. Ceux qui travaillent pour de vrai, c'est marrant, on vous paye moins. Ouais, de ouf. Merci, Chanoir. Ça fait trop plaisir. Un dernier message. J'en ai deux encore. Alors là, pareil, ils ont tous kiffé la deuxième partie. Hein. Là, c'est quelqu'un qui dit qu'il a la deuxième partie. Il a kiffé la deuxième partie philosophique du dernier épisode. C'est cool. Je fais partie de ceux qui, quand après avoir découvert la chaîne, n'ont pas pu s'empêcher de regarder toutes les vidéos. Et justement pour ces moments qui nourrissent l'esprit. Car même si vous discutez de sujets d'actualité, c'est bien plus que ça. Merci. Et enfin, dernier message. Et celui-là, franchement, pour le coup, il m'a fait vraiment plaisir. Il m'a beaucoup touché. Un message qui dit « By the way, Kevin, petite info. J'ai repris mes études à Istanbul en arabe littéraire pour reprendre un doctorat par la suite. Je vous ferai un témoignage via mail quand je me serai adapté au rythme parce que c'est très intense. En tout cas, sache que ton émission CKR a grandement contribué à ce changement de carrière. Le doc a piraté mon cerveau dès votre première émission. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et ciao. Parce que nourrir son cerveau, c'est plus important. En tout cas, merci. Je suis vos épisodes toutes les semaines. Ça me permet de ne pas perdre le fil sur ce qui se passe en France. C'est pas un truc de ouf. Franchement, je suis choqué, moi. C'est un truc de ouf. C'est Franchement, trop ça bien. fait trop C'est plaisir. vraiment trop bien. Ça fait trop plaisir. Écoute, hein. Ah bah ouais, bah si on peut... Si on peut un peu changer la matrice. Ouais, c'est ça. Si on peut changer la matrice, franchement, nous, on est grave contents. Attends, j'avais préparé un petit truc... Alors là, ça n'a rien à voir. Ah oui, les actions rapides. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les actions rapides, c'est un petit truc que j'avais regardé là avec Gaël. En vérité, je crois que... Putain, ils m'ont tout changé, bébé. Tous les trucs qu'on avait préparés. En fait, il y en a beaucoup qui se plaignaient, tu sais, des pubs. Ah bah non, ils y sont en plus. En fait, j'ai décidé de gérer les pubs moi-même. Ce qui fait que, en gros, Tu peux les lancer quand tu je veux, toi. lance quand je veux, ça évitera Aux gens d'être coupés au moment où on dit quelque chose voilà, d'important. exactement. Donc nous, tu vois, on Oui. pourra faire une petite transition, C'est un bon machin. compromis, En fait, c'est voilà, comme ça, nous, bah, ça nous permet de faire tourner le truc. comme à la télé à l'ancienne. Comme à la quoi. télé à l'ancienne. Mais hop, on dira, mais avant tout ça, une petite page de pub, machin, nan. Et puis, C'est plus respectueux. ouais, c'est plus respectueux. Comme ça, voilà, c'est faire. Hein, parce que à défaut de pouvoir prendre comment ça s'appelle ? À défaut de pouvoir prendre des abonnements, des trucs comme ça, bon, ben, si vous pouvez pas en prendre, au moins ça nous permet de pouvoir s'en sortir. Voilà, donc on vous préviendra quand on lancera les pubs. Là, pour l'instant, on peut pas encore les lancer. Donc voilà, on vous préviendra. Il y en a en début quand vous connectez, mais après, normalement, c'est bon. Allez, c'est parti. On commence avec la petite news HMD. La petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Et là, c'est... la ville d'Arras. La ville d'Arras qui a une conseillère municipale déléguée à la transition inclusive et au bonheur. Et cette conseillère de 39 ans est atteinte de trisomie 21. Et elle milite pour l'inclusion depuis plus de 15 ans. Et elle célèbre des mariages, etc. Et je trouve ça vraiment top que la ville d'Arras ait mis ça en place. Et ça fait trop plaisir. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bien. Bah, tu vois, ça prouve en fait qu'on peut carrément le faire, quoi. Elle s'appelle Éléonore Lalou. Voilà. C'est trop bien. Bah ouais, depuis plus de 15 ans en plus elle fait ça, donc non, franchement c'est top. Elle prononce les mariages, tout ça, là on regarde la vidéo en même temps. Ouais, c'est trop bien. Non, ouais, franchement c'est trop top, c'est trop bien. Franchement c'est ça trop devrait trop être la bien. norme. Bah ouais, franchement, honnêtement, ouais. Donc belle initiative. Voilà une petite news HMD qui fait plaisir, qui fout du baume au cœur. Je trouve ça triste que ce soit un HMD et pas la norme. Bah Oui, ouais. exactement ce qu'on disait. Ouais. On est trop d'accord. Ouais. Parce que là, c'est vraiment pas la norme, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Ah hein. non, on n'y est pas du tout. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, Mais bon, vous savez toutes et tous très bien que il faut toujours un démarrage minoritaire, exceptionnel ou extraordinaire pour qu'après ça devienne la norme. C'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe. Sachez que, alors rien à voir, là je viens de voir que j'avais une option aussi. Tu sais qu'on peut suspendre 3 fois les annonces pendant le live. Ce qui fait que je crois que ça les suspend pendant... vous pouvez me le dire si vous le savez dans le chat. Pendant X temps, genre 3 minutes. Ah ouais, pendant 3 minutes, je crois. T'as pas de pub. Comme ça, si jamais t'es lancé dans une envolée lyrique... Comme quand je vais devoir lire... Il y a un truc que je vais te lire. En plus, on aura de la lecture. Aïe, bah voilà, on fera ça, on suspendra les annonces. Ça prendra un peu de temps en plus.
Ah, c'est parfait. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il va y avoir des gros trucs sur le thème principal, donc on va essayer d'aller vite au thème principal, mais en appréciant le mezze. Les mezzés, les petites news à partager entre amis, en famille, c'est là où on se tient le plus au courant de l'actualité, en vrai de vrai. Au revoir Doliprane, ça c'est le titre. On avait été sur le média, je t'aurais dit au revoir Doliprane. Et là, tu aurais fait, Kevin. Et Doliprane nous quitte. Oui. Le thème principal, c'est sur la Martinique, sur Madinina. Malgré les discours lors de la crise du Covid sur notre souveraineté sanitaire et des promesses de réindustrialisation, l'Élysée soutient sans hésitation le rachat du fabricant de Doliprane, donc le laboratoire Sanofi, par un fonds américain. Et à côté de ça, tu as Macron qui dit la semaine dernière qu'il ne faut pas que Émilie in Paris parte à Rome. Mais le Doliprane, par contre, il n'y a pas de souci. Ça peut partir. En fait, tout ce qu'on fait de rentable, dit Morad, on le vend. Ouais, c'est ça. Ok. C'est très bien. C'est intelligent. Hein, c'est intelligent. Mais c'est surtout qu'en fait, tu vois, c'est marrant parce que qu'est-ce qu'a déclaré le Premier ministre des Ténèbres? Il a dit, il n'y a plus de sous. Donc, en fait, un truc qui rapporte des sous, on va le vendre. C'est bien, en fait. Mais du coup, C'était comme pour les autoroutes. À court terme à chaque fois. Ouais, bah oui. Non, mais on le voit. Et puis tout ça pour perdre la souveraineté, parce que moi, je trouve ça affligeant. Enfin, je veux dire, là, en l'occurrence, tu as pas mal de pays. Je te parle même pas de l'Inde, qui va devenir probablement le premier pays producteur de produits pharmaceutiques. Ah ouais. Tous médicaments confondus. Je pense qu'il l'est déjà, d'ailleurs. Je pense même qu'il l'est déjà. Ah ouais, avant, c'était l'Occident. Hein. C'est l'Occident qui produisait les médicaments et tout dans le monde. Hein. Et qui en répartissait. Mais là, producteur, etc. Et tu as plein de pays du sud global qui commencent à s'y mettre. L'Algérie, ça fait longtemps déjà l'Algérie qu'elle le fait, mais maintenant, elle est en train de muscler davantage son jeu. Et je pense qu'il y a des soutiens qui commencent à venir, même, encore une fois, d'autres partenaires du Sud qui soutiennent ça. Parce que tu as production et production, surtout dans le pharmaceutique, parce qu'il y a une différence entre, effectivement, du Doliprane, c'est de la paracétamol, ça va, c'est assez répandu. Je pense que c'est pas une molécule super compliquée à développer, etc. Je connais pas plus que ça, mais voilà. Et puis ensuite, tu as les médicaments de pointe, qui là aussi, c'est toujours le même problème, c'est que si tu y mets la logique de rentabilité, ce qui pour moi est un scandale absolu, forcément, c'est pas intéressant de produire 10 capsules d'un médicament que seulement 10 personnes veulent avoir, tu vois. Donc, du coup, qui va le faire? C'est ça. Et donc, et on le voit, même le Maroc s'y est mis aussi également. Tu as de nombreux pays comme ça qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là. Et nous, non. Nous, on a décidé non, ça sert à rien. Moi, ce qui m'énerve, c'est que, alors ça se trouve, c'est juste qu'on n'a pas digué et qu'on n'a pas eu les réponses, mais c'est le côté, ils nous expliquent, quand ils prennent des décisions comme ça, ils décident pas d'expliquer de ouf derrière. Ben non, c'est l'arbitraire. C'est ça qui rend ouf, en fait. Et puis, c'est pour faire plaisir à des copains. Parce que le fonds américain, il faudrait savoir c'est lequel le fonds américain. Ouais. Hein, si c'est pas une filiale de BlackRock ou de Vanguard. Ouais, grave. Voilà. Vanguard, je ne sais pas ça. Vanguard, c'est le gros conglomérat, en fait, En fait, c'est un grand groupe, je crois que c'est une holding, hein, qui possède Pfizer, qui possède des parts de Pfizer, des parts d'Apple, des parts de Microsoft, des parts d'énergie électrique, je crois, General Electric, pardon, etc. Donc plein de parts. C'est un gros truc qui pèse des milliards. Hein, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc tranquille. Hein. Et il y a des commentaires, il y a Cordierf qui dit ça plus Alstom, plus les milliards déversés aux cabinets privés, notamment américains, Macron a littéralement bradé le pays. Ce mafieux est un traître de la nation qui devrait être jugé et condamné lourdement. Oui. Tout comme Bruno Le Maire et tout, parce que c'est vrai que là, on est en plein sur le budget qui a été refusé là, par l'Assemblée nationale. Et en fait, tu as envie de dire, les gars, en fait, quand vous niquez l'économie d'un pays, il faut rendre des comptes. Hein. Vous pouvez pas ensuite changer de carrière et allez, bon courage, à plus tard. Non. Je vais faire des cours d'économie. Et là, il y a Ribatège qui dit en commentaire Doliprane, le PDG de Sanofi, et Frédéric Oudéa, le mari d'Amélie Castera. Ouais, si, je l'avais dit une fois. Ouais, si. Mais non, mais. Non, c'est dingue, c'est dingue. Non, mais franchement, En fait, franchement, moi, c'est pour ça que là, je suis à fond sur la désobéissance civile. J'en ai rien à foutre franchement, truander autant que vous pouvez. C'est le népotisme, mais bien entendu. La piraterie infinie, là. Vraiment, allez. Prenez tous les canaux possibles. Tout ce que vous pouvez faire et falsifier règle de base, documents, ne faites pas prendre, c'est tout. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, tu sais que c'est une règle en droit. Et nier jusqu'au bout. La règle en droit, c'est trompe qui peut. Ah bah... C'est pour te dire. Mais népotisme complet, ils en ont plus rien à kick. Mais vraiment, mais...
Oh là Oui, t'as là. David Guiraud d'ailleurs qui a fait un truc à l'Assemblée nationale par rapport à ça, une espèce de démonstration pour montrer que la TVA avait rapporté 100 milliards à peu près d'euros et Mais- que c'était parti dans de la fameuse TVA sociale pour compléter les charges sociales que les entreprises ne payaient plus. Mais tu sais, ce qui me fait enrager quand je vois de rares moments, mais qui existent évidemment, Ouais, de députés qui font leur taf, ouais, j'enrage. Parce que, je dis, mais ça sert à rien. ouais. Mais ça ne sert vraiment à rien. T'as des démonstrations, que ce soit Guiraud, que ce soit d'autres. Émeric Caron, il te fait une démonstration de fou malade. Mmh. Pendant 15 minutes, t'es là, tu fais très bien. Mais Ouais. Mais si personne en il face. va rien se passer. Ouais. Parce que de toute façon, on a mis un gouvernement qui sont représentés par 5% de l'électorat. Mmh. Donc en fait, va te faire, c'est tout. Ouais, c'est clair. Ça rend ouf, ça rend vraiment ouf. Non, c'est un truc de fou. Ah tiens, il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat « Salut, je viens d'arriver et j'ai pas pu tout entendre, mais ce qui concerne les médicaments. Les labos misent plutôt sur des médicaments chers, type anticorps monoclonaux, qui rapportent beaucoup car ces médicaments traitent des maladies qui coûtent cher aux hôpitaux. Donc le prix de ces médicaments sont souvent négociés par rapport au coût que ça aurait coûté si on hospitalisait une personne. Teva non plus, Kevin, 100 milliards en 2022, 200 milliards en 2023, etc., etc. Ça ne fait que monter. La TVA. Et l'évasion fiscale représente 100 milliards par an, ils disent. Et c'est une estimation basse. Hein. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une estimation. Parce qu'il me semble qu'on ne compte pas le dumping fiscal. Ah oui. Qui en fait est un jeu légal, Ouais. mais qui en réalité, ça profite qu'aux plus puissants et aux Ouais. plus fortunés. Ah non, mais là, j'ai un seum là contre l'establishment. Ah, laisse tomber. Quand je vois ce qui se passe en Martinique, et on va en parler après. Canard Réfractaire, là, ils n'arrêtent pas. Le Johan de Canard Réfractaire, que j'embrasse d'ailleurs, même s'il ne me connaît pas. Tu sais, parce que ça, à la télé, ils aiment bien faire ça, que j'embrasse. Ils se connaissent tous, mais là, moi, je dis que j'embrasse, même si je connais App. Et en fait, il est à fond sur ce qui se passe en Martinique et il est en train de dire, les gars, il va falloir qu'on s'en inspire. Hein, va falloir qu'on s'en inspire. Tu sens qu'il est chaud. Il est chaud bouillant et il a totalement raison. En ce moment, Kevin, tu envoies sur la Martinique sur tes stories. Encore, je sais pas grand chose. Je partage surtout les stories du frère d'Amza, le shot, allez le suivre, hein, qui est élu en Guadeloupe, c'est ça? Oui, en Guadeloupe. Et qui suit le dos de très près. Alors là, c'est moins dans tes cordes. On va parler de Poupette Kenza. Ah oui. Elle a été, mais par contre, tu vois que les réseaux. Non, mais c'est intéressant d'avoir une analyse plutôt sociologique sur comment les réseaux ont pu matrixer des gens. Mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Poupette Kenza demande à être libérée et placée sous bracelet électronique parce qu'elle est enceinte. Excuse-moi. En fait, elle demande d'être traitée comme Sarkozy. Oui, voilà, c'est ça. Elle demande d'être traitée comme Sarkozy. Faut dire ça Ouais, aux faut gens. dire, Ouais. Pour quelque chose de moins grave. Et elle a déclaré vivre très mal sa vie derrière les barreaux, c'est normal. Et redoute d'accoucher en prison. Elle est enceinte de 8 mois. Les examens complémentaires comme une échographie se font à l'hôpital. Les policiers l'y emmènent menottée et restent à la porte de la salle d'examen. Bien qu'elle ne bénéficie pas de traitement de faveur, ses conditions de détention à la prison de Rouen sont meilleures que celles de la plupart des détenus. Elle dispose d'une cellule plus spacieuse qu'elle occupe seule, décrite comme les plus propres de la détention. Et à l'intérieur, il y a une douche avec de l'eau chaude. Ça, c'est ouf qu'ils précisent ça quand même. C'est-à-dire que potentiellement... Oui, parce que c'est chaud. T'as des maisons d'arrêt, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Des WC... Ou c'est froid, on va dire. Ouais. Et des WC et un coin cuisine. Oui, c'est ouf. Ça va, c'est bien. Tandis que les autres prisonniers se lavent en collectivité. Son statut de femme enceinte lui permet également de bénéficier d'une heure de promenade en solitaire dans la cour. Et c'est la descente aux enfers, elle est très douloureuse, dit Morad, hein, pour certains influenceurs. Parce qu'elle n'a pas été jugée. Elle a une détention provisoire. Okay. Ouais. Alors que Sarkozy, il a été condamné et il n'a pas senti l'odeur d'une prison. Ça, c'est ouf quand même. Et il a fait quelque chose de bien pire. Hein. On pense même qu'il y a des affaires de mort derrière. Hein. Normalement, il y a même des meurtres. Parce qu'il a eu plusieurs. Il a été condamné pourquoi? Parce qu'il a plusieurs doses. Oui. Vraiment, oui. Il a vraiment plusieurs doses en plus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui, normalement, justifie amplement une détention provisoire. Tu vois, vraiment une détention juste pour le principe. Parce que la Libye. Ah ouais, mais parce qu'il y a eu des morts mystérieuses, hein, quand même, hein, vraiment, sur ce sujet. Ah ouais. Hein. Ah oui, en Suisse et tout. Des gars qui ont servi d'intermédiaire à... Bah oui, parce que Sarko, il n'a pas pu avoir cet argent comme ça, tout seul. Hein. Il n'est pas encore assez grand. Donc, concrètement, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça que... Enfin, tu vois, voilà. En gros, Poupette Kenza, le problème était dans Kenza, en fait. Ouais. Ah bah ouais. Hein. Ah ouais, c'est clair. T'aurais dû rester juste Poupette. Hein. Ouais, je te jure. Peut-être que ça aurait pu passer tout seul, hein, je sais pas. Ouais. Sur un malentendu. Vous vous souvenez de Zineb El Razaoui, ex de Charlie Hebdo, qui avait reçu le prix Simone Veil,
qui avait soutenu Mila dans un livre collectif et qui avait aussi publié un livre intitulé Détruire le fascisme islamique, dans lequel elle dresse un parallèle entre le fascisme et l'islamisme, et qui avait été soutenu par Bruno Retailleau, qui avait lancé une cagnotte en soutien de Zineb El Razaoui. Cette Zineb-là, le problème, c'est qu'entre-temps, elle a déclaré je ne condamne pas le 7 octobre. Le Hamas, en tant que mouvement de résistance palestinienne, a le droit de se défendre, de défendre sa patrie. Je pense qu'il n'y a pas de civils en Israël, puisque tout le monde est colon. Israël a maintenu un peuple dans un camp de concentration qui s'appelle Gaza. Ce terrefassage, ce génocide, c'est complice. Et depuis aujourd'hui, elle est visée par un signalement de Bruno Retailleau pour apologie du terrorisme. Elle, vraiment, on n'a pas... C'est comme de Villepin. Ça a été... un drift. Changement d'itinéraire. Changement d'itinéraire. Ouais, il a recalculé la direction. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, mais bon, écoute. C'est marrant parce que là, et Mourad, en fait, il disait en gros, pourquoi on vous raconte ça? C'est que la France et son soutien inconditionnel, c'est marrant. Si t'es d'accord avec leur thèse, t'es le bienvenu. Sinon, t'es qu'un arabe terroriste, quoi. Bah, c'est intéressant parce que tu vois, encore une fois, en réalité, elle est très cohérente. Elle attaque un fascisme. Elle a critiqué un fascisme islamique qu'elle a pu supposer dans une manière ou d'une autre, mais qui peut exister, même si c'est un terme beaucoup trop galvaudé. C'est vrai que j'ai entendu qu'elle l'a dit. Elle a dit ah non, mais je dis bien, il y a bien des gros tarés islamistes, machin, cinglés et tout, des gros fachos. Mais ils ne pèsent rien face à ça. Elle dit ils ne sont même pas comparables. Elle dit dans ce jeu-là, les pires, on les connaît. Hein. C'est Donc clair. elle dit très logiquement, je m'attaque au terrorisme en fait. Vous m'avez mis des médailles, vous m'avez soutenu parce que je combats le terrorisme. Là j'ai un master méga chef terrorisme. Donc je continue, non? Vous m'avez encouragé. Comme on dit en psychologie, vous avez fait un renforcement positif. Moi je continue. Hein. Elle est cohérente. Ouais, elle est cohérente. En vrai. elle va au bout du truc. Par contre, je serais vraiment bien curieux de savoir comment va avancer la procédure sur cette histoire d'apologie du terrorisme, parce que j'aimerais bien. C'est parce qu'on sait pas. J'aimerais bien comment ils vont qualifier. Ouais, c'est parce que Kevin, quand même. Hein, tu te souviens quand on avait dit les chiffres de 186 000 par le Lancet, en fait, un ou une chercheuse, non, je crois que c'est une université irlandaise. Ouais. Elle a utilisé la même méthode que le Lancet. Ouais. Pour le réactualiser aujourd'hui. Ah. Donc 186 000 passe à 335 000 morts estimés. 335 000 morts estimés. Maintenant, au moment où on est en train de parler. Mais c'est un tiers de million. 330. Ah ouais. 336 morts. Mais 36 000. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va commencer à... Enfin, c'est même on va commencer. 336 000. Mais, et c'est marrant parce que là, si tu dis ça, je suis sûr que tu dis ça devant Eindhoven, il va dire non, c'est 42 000 selon le ministère de la Santé du Hamas. Exactement. Ah, donc c'est bon alors. 42 000, pardon. Donc je me suis trompé. C'est vrai que 42 000 par rapport à 1200 morts, c'est tout à fait logique. Mais là, c'est 336 000 comparé à 1200. Il y a un TikToker qui a fait un truc affreux et puissant. C'est qu'il a disposé, en fait, par grain de riz, le comparatif entre les victimes des vies humaines, quoi, de toute façon. Donc, il a montré ce que ça représente 1200 grains de riz. Voilà. C'est le truc avec éventuellement 900 civils, machin, parce qu'une toute vie compte, évidemment. Voilà. Ensuite, il a fait, 42 000. Et là, tu vois un gros bol. Il a dit, maintenant, c'est 186 000. Là, il a pris un autre méga gros bol. Attends, il a compté les grains de riz ? Ouais. Vraiment, il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Il a fait il mérite qu'on lui donne de la force parce qu'il s'est fait chier. Alors ouais, vraiment. Et ensuite, 336 000. Il a mis une bassine. Ah, mais non, je suis con. Je sais comment il a fait. Ouais. Il a dû peut-être prendre 100 grains de riz, il les a pesés. Et du coup, après, il a mis l'équivalent. Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple. C'est ça. 1, 2. Tu me l'aurais pas dit, je serais entré dans le bluff. Hein. J'aurais cherché à le faire. Ça va être dur. Hein. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Mais voilà, tu vois. Et en fait, mais c'est surtout que ça fait la démonstration. C'est que, en gros, ça va. Est-ce qu'on peut commencer à parler de disproportion? C'est une attaque disproportionnée, au moins on peut. C'est comme, tu sais, génocidaire, hein, parce que là c'est du 336 000. Ouais, dommage collatéral, c'est beaucoup. Ça commence à être. Ça fait beaucoup. Il y a plus du collatéral que du dommage là. Parce que si tu me dis qu'il y a 360 000 membres du Hamas, ça peut avoir du sens qu'on arrive à 380 000. Mais comme c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Donc le collatéral, ça marche pas là. Il y a très. Non, là vraiment pas. Hein.
Mais des frappes précises, par contre, Kevin. Faut pas Pardon, oublier. j'ai loupé. Comment on était calculé le chiffre de 336 000? C'est une méthode scientifique. En fait, tu utilisé la méthode du Lancet. Parce Ouais, que, comme le on l'avait dit, magazine de Lancet, il y a c'est- 3 scientifiques qui ont fait c'était ça. sur le juillet. Tu m'as dit Ouais, c'est juin, l'article juillet. juin. Voilà, et donc du coup, faut l'actualiser, malheureusement. Tout simplement, puisque les bombardements ne s'arrêtent pas. Au moment où on est en train de parler, il y en a encore. Ah oui, oui. Tous les Et jours. là, il y a eu des images encore horribles en plus. Donc, non, Moi, je le dis sincèrement, faut pas voir pour savoir. Hein. Vous savez. Maintenant, après, il faut que les gens comprennent, donc c'est bien de le diffuser. Mais non, sincèrement, parce que là, honnêtement, il y a l'indignation, mais là, il y a le devoir d'être en colère. Là, il y a vraiment le devoir d'être en colère. On peut pas comme ça commencer à continuer à euphémiser. Et là, de toutes les manières, nous sommes précisément, sans le moindre doute, devant une logique d'extermination. Mmh. Voilà. Là, c'est fini. Là, on n'est plus sur intention génocidaire. Non, même frère, t'as pas d'intention. Là, t'es dedans, là, en fait. Hein, t'es littéralement dedans. Donc, de toutes les manières. Et puis, enfin, tu sais, imagine quand même le propos de nazis, de gros nazis, de dire. Comme par hasard, le Hamas, il se cache dans des trucs ultra densément peuplés. Ça s'appelle Gaza, espèce de FDP. Ça s'appelle Gaza. Ouais. Gaza est l'endroit le plus densément peuplé de la planète. De la planète. Plus que Hong Kong. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu lâches une seule bombe, tu fais un massacre. Donc si t'as pas envie de faire un massacre, tu lâches pas de bombe. Mais il faut lutter contre... J'en ai rien à battre. Tu lâches pas de bombe. Sauf si t'as aucun problème au fait de tuer des innocents. C'est tout. Et vous n'avoir aucun problème à tuer des innocents plus de 365 jours, là, comme on dit, errare humanum est, tu vois, l'erreur est humaine, diabolicum perseverare. C'est-à-dire que quand tu persévères, c'est que t'es diabolique. Ah, j'aime bien cette formulation. Oui, parce que si à un moment donné, je te marche sur le pied, ah mince, j'ai pas fait exprès, ça marche. Mais si je te fais ça 365 fois, j'ai peut-être envie que tu me mettes une tarte dans la gueule. Peut-être, hein. Peut-être que je cherche peut-être une provocation. C'est aussi simple que ça. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Totalement. Bravo pour ton latin, Dr H. Dit Sandes. Si, j'en ai fait très peu. Face au tollé de l'Elysée, l'Elysée renonce à augmenter son budget pour 2025 parce que oui, je vous rappelle que l'Elysée devait augmenter son budget de 3 millions d'euros. Et ce qui est fou, c'est que même le renoncement, c'est le fait du roi parce que c'est Emmanuel Macron qui a voulu que la présidence de la République montre exemple. Donc pour faire plaisir aux gueux, il renonce à quelques millions supplémentaires. Et il y a quelqu'un, Ilan Gabet, qui dit ils augmenteront donc, mais sans vous le dire. Je te jure. mais évidemment. Non, parce que tu sais que j'en parlais avec Gaël tout à l'heure. En fait, je lui disais c'est marrant parce qu'ils veulent s'augmenter. À la base, c'était genre de 700 euros hein, par sénateur, je crois. Et parce qu'en fait, ils voulaient suivre l'inflation. Bah oui. Que genre, là, entendu. il s'est augmenté de 11%, alors que l'inflation, c'est 16%. Hein. Donc, c'est pour vous dire on s'est pas mis bien. Vraiment, on est poli. Et t'as remarqué que le SMIC, quand il augmente, c'est toujours genre 20 euros brut. Ouais. 15 euros brut. T'as envie de dire, bah, les gars, vous voulez vous augmenter de 700 euros, ce que je dis à Gaël, vas-y. Faites-le et on le fait tous. Ah, mais vraiment. Et là, il n'y a pas de souci. On est tous ensemble. Vous voulez augmenter de 900? Bah, allez, on vous suit, les gars. Tu sais, genre, on vous suit, c'est vous les chefs. On est derrière vous. Non, mais on est ensemble. On est ensemble. Les députés, même les combat, sénateurs, c'est chaud là, en ce moment. Salaire, même venez, combat. on s'augmente de 1000. Tu sais quoi? Parce que je vois que c'est chaud pour vous. Pourquoi fait des timorés? Ouais, venez, 1000 pour tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que Mourad me dit, personne dans ce monde choisit sa propre augmentation. C'est toujours, d'habitude, un boss qui te dit t'as bien taffé, tu vas t'augmenter. Là, c'est les libéraux. Voilà. J'ai bien taffé, je vais m'augmenter. Allez, c'est bien. Tiens, c'est le seul endroit où c'est les employés qui décident. Les gars, on s'augmente tous? Ouais, allez, pause déj. On vote. Ouais, c'est un truc de ouf. Non mais 20 euros brut par an, vous voulez quoi les pouilleux? Mangez à votre faim. J'avais entendu aussi, c'est quoi qu'est-ce qu'on donne à cet individu qui ne sert strictement à rien, qui s'appelle Brigitte Macron? C'est 480 000 par an qu'on lui paye? Ouais, je crois que c'est ça le budget. Ah ouais? Ouais, 480 000. Cet individu. Ouais. Ah, je vais rester neutre. Il y a des procès en cours. Je suis en conditionnel. Et Mourad m'a dit surtout, les députés, ils viennent tout juste d'arriver. Il dit, wesh, pourquoi ils s'augmentent après 3 mois de taf? Ouais. Enfin, pas de taf, en fait, parce qu'ils n'ont pas taffé. Hein. Ouais, bah non, parce que ils attendaient le... Ouais. Bah oui. Après 3 mois de stage d'observation. C'est dur, hein. Voilà, c'était vraiment... mais les meilleurs stagiaires du monde. Hein. Ah bah là, ils ont découvert de fond en comble. L'assemblée est là, le resto est là. Ok, d'accord. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Franchement... Quand je serai grand, je serai stagiaire à l'Assemblée. Ouais, je te jure. Ouh là là, l'affaire P. Diddy, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, les gars. Le tunnel des ténèbres. 6 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle ont été déposées contre P. Diddy, 2 femmes, 4 hommes, dont une impliquant un mineur en 98. Il aurait dit à l'adolescent qu'il la devait accepter pour percer dans l'industrie de la musique.
Ok. Une autre victime affirme avoir été violée dans une chambre d'hôtel en 2004 où il aurait aussi forcé une amie à le sucer et à consommer de la cocaïne, les menaçant de mort si elle refusait. Une autre témoigne que Didi lui aurait cogné la tête contre un mur, la faisant chuter avant de la violer dans une salle de bain en 2005 lors d'une fête pour le tournage d'un clip de Biggie Small. Attends, 2005 ? Biggie Small, il est mort dans les années 90. Je sais pas du tout. Je suis pas très raccord. Parce que là, parce que les gars, parce que là, les gars, quand vous faites des bails comme ça, mentez bien, parce que c'était bon. Avec Tupac en 2010 à la finale de Coupe du Monde, attends. Il est mort le 9 mars 97. C'est quoi l'information ? Non, mais je pense que c'était une fête. Oui, une fête en hommage, sûrement. Ouais, bah oui, parce que sinon. Bah oui. Sinon, je comprends pas. C'était pour le son Nasty Girl, ouais, c'est ce que je me dis, ouais, parce qu'ils avaient fait un son Nasty Girl. Une fête pour le tournage d'un clip de Biggie. Bah. Ouais, c'est bizarre. Ouais, en tout cas, Attends, je pense que les propos ne disent pas ça, t'as raison. C'est chelou. Attends, Nasty Girl. Ladies and gentlemen. On and on and on. Pour les anciens ça leur parle tout de suite. Alors, attends. Nasty Girl, il est sorti quand ce son ? Voilà. Ah oui, c'est ça, 2005. Il a été release en octobre 2005. D'accord. Et en fait, c'est un son avec la voix de Notorious, plus plein d'autres rappeurs et de chanteurs. Voilà. Il paraîtrait qu'il y ait des accusations, mais je ne connais pas le fondement. Tupac oui, par rapport à Didi. Ouais, c'est ça. Comme quoi, c'est lui qui aurait. Donc il y a des vraies accusations, même et Tupac et Notorious. Vraiment, les deux. Alors, Notorious, je sais pas, parce que c'était son poulain. Mais il est toujours immobile, hein. Bah oui. Non, c'est un poulain brillant, justement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah bah oui. Je sais pas. Parce que je crois qu'il était vraiment brillant. Ouais. Non, à ce qui paraît, même Alia. Ah bah oui. Ça fait beaucoup quand même, mais oui. Ouais, tout est possible. Comment dire, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Non, franchement, Didier... bref, franchement, ça fait beaucoup là, non ? Ouais, je te jure. Ouais, un peu beaucoup là. Ça fait un peu beaucoup là. Vraiment, ouais. Ça fait un peu beaucoup, mais là, je pense que les gens... Pourquoi chercher des démons imaginaires ? Je te jure. Mais lui, là, Netflix, ils attendent que la fin de l'histoire. Là, ils sont comme ça, là, les auteurs. Ils ont déjà commencé. Ouais. Ils ont déjà commencé là, mais ils sont à l'épisode 3, mais ils attendent... de la troisième saison. Ouais. Vraiment. Ah bah oui. Ah bah non, mais c'est parce qu'ils le savent. Ils le savent, on le sait tout. Il y a Sab qui dit dans les commentaires, il a fait carrière dans le viol ou dans la musique ? Oui, c'est ça se demande. Très bonne question. Ouais. Oui, après l'avoir rhabillé, j'avais pas lu la suite, pardon, c'était sur une autre page. Après l'avoir rhabillé, donc la personne dans la salle de bain, il l'aurait menacé, tu ferais mieux d'en parler à la personne ou tu disparaîtras. Et il y en a qui disent que des gens ont disparu. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Et là, ils remontent, quoi. En fait. En gros, malheureusement, il y a des randoms qui ont dû disparaître. Les pauvres, et à leur âme. Ouais. Et ils font des liens. Voilà, mais après, tu peux remonter sur les plus grandes stars. Parce que, il avait l'air d'avoir un gros passe-droit, quand même. Ouais, c'est de ouf. C'est scandaleux. Un gros passe-droit, d'ailleurs. C'est chaud. Non, c'est affreux. Et encore une fois, c'est pas un monstre dans le sens imaginaire du terme. C'est un vrai humain qui existe réellement, qui profite de toutes les opportunités que lui a apporté cette fortune et cette position pour se libérer de toute norme et de toute moralité. Et voilà, c'est ça. C'est effrayant, mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'en fait, il va falloir qu'on soit beaucoup plus strict et sévère vis-à-vis des prédateurs en tout genre. Totalement, il le faut. Juste avant d'attaquer le prochain Mezzé, je voulais juste aussi remercier encore une fois, parce que je sais qu'il était au salon de l'auto, c'est notre ami Eraman de la société E2TS. Et maintenant, je peux dire ce que c'est, parce qu'au début, je galérais, tout ça. Donc là, je le redis, E2TS, c'est bureau d'études et de conseil en ingénierie industrielle. Il était au salon de l'auto, il peut aider, voilà. Il peut aider sur tous les fronts si vous avez besoin d'ingénieur ou quoi que ce soit. Voilà, je tenais juste à le préciser, parce que ça fait plaisir. Et s'il y en a qui veulent faire des dons de société, etc., vous pouvez le faire. Vous envoyez votre demande sur contact@razi.fr, on va en discuter, parce que nous, ça nous permet de continuer de faire des épisodes, de continuer de pouvoir s'en sortir, etc. Donc franchement, ça fait trop plaisir. En tout cas, merci 1000 fois. Et voilà, je tenais juste à vous le souligner. Alors, on enchaîne. Ah bah merci pour le lien sur le chat. On enchaîne tout de suite. Et normalement, je crois que la pub est passée crème. Là, j'ai fait ça. Bien. Ah, t'as vu là. Tu sens le mec qui a fait de la télé. Tu sens le mec qui a fait de la télé, de la radio. Là, tu sens que le mec est. Bombardement israélien cette semaine au Proche-Orient. Il y a eu au moins 15 personnes qui sont mortes dans un bombardement israélien dans une école refuge à Gaza. Plusieurs enfants sont morts.
des Palestiniens, y compris des femmes et des enfants. Alors, j'aime pas trop quand ils mettent y compris des femmes, etc. Parce que, en fait, ça donne l'impression que quand c'est les hommes, tu sais, c'était moins grave. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, comme si les hommes de base ils étaient prêts, c'était des combattants et tout. Mais bon, bref. Des Palestiniens, donc hommes, femmes et enfants, ont été brûlés vifs dans leur sommeil par Israël. À Gaza, après un bombardement sur une école transformée en refuge pour les déplacés, il y a 40 enfants qui ont été tués en moyenne chaque jour à Gaza au cours des 12 derniers mois par l'armée israélienne, source UNICEF, BBC. Quoi d'autre ? Pourtant, oui, l'Allemagne va reprendre une livraison d'armes à Israël, a annoncé le chancelier Olaf Scholz. Les États-Unis vont envoyer à Israël un système antimissile et une centaine de soldats. Pour Joe Biden, il s'agit de protéger Israël. C'est RFI qui en parlait. Bon, c'est bien, l'Allemagne... Et pour finir, étonnamment, Emmanuel Macron charge Netanyahou en disant « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Il ne devrait pas s'affranchir de leur décision. » Waouh, Voilà, oh là là, je c'est tremble. tout. Hein. Oh là là, ah, mais donc ça veut dire que vous allez faire quelque chose, monsieur Macron? Rien. Non, mais J'ai juste dit ça. J'ai juste dit ça. J'ai juste un petit mémo. Voilà, moi j'ai golf après. Donc je voulais juste préciser. Dis donc, L'Allemagne est toujours du mauvais côté de l'histoire. Alors ça, c'est le hein. résultat. Ça, c'est le statement qu'on peut faire, hein, malheureusement. C'est plus des nostalgiques du Troisième Reich. Là, c'est carrément des architectes du Quatrième. C'est un truc de fou. Hein. Et quant à Tranquille, Macron, c'est vrai que, comme dit Morad, il faut noter la façon dont ces déclarations sortent. Ce sont des propos rapportés issus d'un conseil de ministres. C'est ni un discours ni une déclaration officielle. En fait, c'est juste un leak à la base. C'est-à-dire que de lui-même, il n'est pas venu le dire. Il n'a pas dit ça officiellement en plus. Non, mais après, quand il a su que ça allait leaker, il s'est dit tant mieux, comme ça m'évite de le faire. Tu vois ce truc de quand tu souvent ça en plus. Tu préfères que comme quand son photographe avait leaké des photos de lui en train de faire de la boxe. Oh mon dieu, torse nu, machin. Ne dis pas qu'il a fait de la boxe. Qu'il a fait, il a mis des gants. Voilà, il a posé devant un sac. Ce n'est pas de la boxe. Faut du respect pour tous les boxeurs du monde. Non mais c'est et là franchement de toute façon je vais faire une petite vidéo face cam aussi là. En ce moment tu sais je suis en pleine je commence ma campagne, tu l'as entendu, je suis en train de monter de promo parce que j'ai pas d'accès particulier aux médias, mais c'est surtout que j'ai pas forcément envie d'aller dans les médias. Donc moi je bosse que sur les réseaux. Je bosse sur mes réseaux et je compte sur les gens, même si ceux qui n'ont pas les moyens, même juste de partager la vidéo à un pote, c'est déjà bien. Et là je pense que je vais attaquer demain une autre vidéo sur les médias. Là je vais y aller franco là pour la promo. Je vais expliquer pourquoi je vais pas dans les médias et je vais y aller. En fait, il y a un moment où on n'a plus rien à perdre. D'ailleurs, je préfère le dire. Et tu sais que il y a une grosse affaire. Alors, je peux pas dire pour laquelle c'est, mais c'est un grand réalisateur, comédien, un peu dans l'air du temps, il va avoir un gros dos sur Mediapart qui va sortir. Agression sexuelle, viol, machin. Et il y a quelqu'un qui a témoigné à visage découvert. C'est votre gars, Kevin Razi, qui il m'a envoyé le truc. C'est pas grand chose, mais j'ai dit tout ce que je pouvais. Tout ce que donc c'est quelqu'un que tu as croisé ou tu as même travaillé un peu avec? J'ai pas travaillé avec lui, mais on l'avait croisé en 2013 sur un tournage pour Canal et il était là. D'accord. Donc aussi, c'est la première fois qu'on le rencontrait. Et je me rappelle que ce jour-là, il avait été odieux avec une de mes collègues du studio Bagel, et du coup quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont dit est-ce que tu veux en témoigner ou pas, j'ai dit oui. C'est bon, je vois c'est qui. Ouais. Et ensuite c'est chaud. C'est chaud. Et le journaliste de Mediapart, il m'a dit je lui ai dit il sort quand l'article, il m'a dit franchement je peux pas te dire quand, parce qu'en fait il me dit j'espère en janvier, mais il y a tellement de rebondissements à chaque fois. Mais il est au courant, le gars, parce qu'évidemment ils l'ont confronté, ils ont confronté son entourage aussi à toutes les contradictions. Et il m'a dit par contre, en mettant un emoji rouge qui est essoufflé, il m'a dit par contre il y a du gros dossier. Donc tout ça pour vous dire que j'y suis allé. Moi j'ai témoigné, j'y suis allé. On veut des noms. Je pense que vous allez l'apprendre bien assez tôt. Voilà. Un jeune réalisateur, comédien dans l'air du temps, qui fait des séries, des films et qui aime bien les personnes de petite taille. C'est bon, ça vous a grillé. Ouais, franchement, ça c'est bon, vous savez. Ça c'est bon, vous savez. Non, mais c'est chaud. Hein. Mais je sais plus pourquoi je raconte ça. Ah oui, par rapport aux médias, etc. Oui, non, voilà. Tout ça pour dire qu'on s'en fout. On s'en fout. Mais le but, c'est d'être cohérent, en fait. Tu vois, on est toujours là en train de dénoncer ce qui se passe, en train de dire aux gens de parler, etc. Et moi, quand je m'en suis rappelé, parce que ça se trouve, il va dire, mais je comprends pas pourquoi tu allé témoigner, parce qu'on s'était déjà parlé, tout allait bien, on avait même failli bosser ensemble, machin, etc.
Bah en fait, frère, c'est que sur le moment, je pense que ce truc-là, il date d'il y a 2013, donc ça fait 11 ans. Entre-temps, bah, j'ai zappé. Mais par contre, si demain, tu me dis, au fait, t'avais déjà assisté à des trucs ou vu des trucs, bah ouais, bien sûr que je vais dire. Bien sûr. Oh, il n'y a pas de truc. Et tu pourras me dire, bah, je comprends pas, tu m'as parlé et tout. Bah ouais, je t'ai parlé. Et puis justement, bah, ça te prouve que j'ai aucun problème avec ça, en fait. Je vais pas. J'ai rien, en fait, j'ai rien à y gagner dans cette affaire, hein. Parce que j'ai un pote qui m'a dit, hein, un pote du milieu, qui m'a dit, mais Kevin, t'as pas peur que après tu te fermes des portes et tout? Je dis, bah, ça va, elles sont pas très ouvertes, moi. Déjà, hein, déjà. Hein. Puis, Donc, et puis même, j'ai envie de dormir, d'être fier de moi quand je, tu vois, et Ouais, quand je me le regarde. miroir et tout, Ouais, voilà. tranquillement, ça se Je peux passe, être hein. un vampire, moi. Tiens, Ah non, je vois pas mon reflet. Ah, Je comprends j'ai pas. pété tous les miroirs. Ouais, Non. c'est clair. Non, 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 il y a un moment, il faut. Voilà. Mais justement, alors tu vois, c'est intéressant par rapport à la fois sur la question des VSS que tu as évoqué, et puis aussi par rapport à l'actualité de livraison d'armes, tranquillement. Etc. Par contre, juste qu'on soit très clair sur une chose, hein, c'est que bah, fondamentalement, à moins que vous pensiez, à moins que ces gros malades pensent éliminer tous les Palestiniens, il va y avoir une justice. Hein. Je sais, les gens disent non, il n'y aura rien. Non, 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 arrêtez de croire ça. Ça, c'est les discours. Ça, c'est comme ce serait comme des discours de gens qui seraient par exemple en Algérie en 56. Si vous êtes en Algérie en 56, plein de gens se diraient oh, c'est chaud, c'est pas demain la veille que la France elle va partir et tout. Il y a encore 1 million de pieds noirs, c'est chaud. Ah bah 62, ils sont tous partis. Hein. Ah, ils sont tous partis. Hein. Et les accords d'Évian, et puis c'est terminé. Hop, tac. Pareil au Vietnam. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoi, tu crois vraiment que les Américains ils vont se calmer et tout? Ah, parce qu'ils ont bombardé, hein, et ils avaient l'air déter. Hein. Bah, t'inquiète pas que les combattants au Vietnam, ils disent non, non, t'inquiète, ils vont partir. T'inquiète pas, ils vont partir. Ah, mais dans combien de temps? Ah, ça, nous, on sait pas. Mais nous, on sait qu'on va leur mettre la misère. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose. Et qu'après, à un moment donné, lorsque on leur met la misère et lorsqu'à un moment donné, ils comprennent, enfin, ils vont comprendre, comme le disait Enrico Malatesta, sur la question justement de la propagande par les faits, c'est qu'à un moment donné, si tu comprends pas avec les mots et tu comprends pas avec les idées, bah, tu vas comprendre avec les faits, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu vas comprendre avec les faits, tu vas voir, la claque, elle va venir, elle va venir. Ouais, moi, je suis extrêmement confiant avec ce concept qu'on appelle la Ma'at. C'est le concept de la justice dans l'Égypte ancienne. Et on dit que la Ma'at est un concept impitoyable qui résout la justice quoi qu'il arrive. Tel un fil de rasoir, en fait, parfaitement aiguisé. Et que rien n'échappe à son fil et rien ne peut détendre ce fil. Tu vois, il est toujours là à l'affût. Au début, il disait que c'était la déesse de la justice. Non, c'est plus que ça, c'est la justice. Et il dit, et elle sonde les cœurs et les actes de manière absolument parfaite. Donc, et les gens peuvent appeler ça en Inde, justement, comme dans les pensées brahmaniques et hindoues et bouddhistes, le karma. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement une pensée magique, c'est pas de la superstition. C'est qu'à un moment donné, tu vas trop loin, tu vas payer. Tu vas vraiment payer. Tôt ou tard, tu vas payer. Vraiment. Parce que de toutes les manières, tu peux pas aller plus loin parce que, encore une fois, il y a des humains en face et ils réagissent et il y a une solidarité. Après, ça, c'est à nous de faire le taf. On va en parler pour Manu, mais c'est ça l'idée, c'est que la justice, elle triomphe. Ouais, mais on n'a pas l'impression, mais ouais. Si. Bah écoute, ça fait plaisir. Il faut lui donner un coup de pouce. Ouais, faut lui donner un coup de pouce. Je suis d'accord avec toi. On va finir les mezzés avec une histoire fait divers qui fait froid dans le dos, surtout si vous avez des gamins. Ça s'est passé près de la frontière française en Belgique, dans une école maternelle à Bazecle. Il y a 18 enfants qui sont tombés malades d'un coup, dont 3 qui ont dû être hospitalisés après avoir mangé des biscuits lancés par 2 femmes déguisées en clowns dans la cour d'une école maternelle à Bazecle. C'est pas une dinguerie. Déjà, j'ai toujours détesté les clowns. Principe de base. Vraiment. Ah non, mais vraiment, depuis que je suis gamin, c'est flippant. Je déteste et le concept et, et sa pratique, tout. Ah ouais, non, de toute façon, depuis ça. Ouais, il est revenu. Tout pourri, hein, l'ancien. Oui, ouais, vraiment l'ancien des années 90. Ouais. Exactement. Mais ah ouais, non. T'es cool-rophobe alors, ils disent. Ah ouais, très bien. Ça se dit comme ça. Désolé pour ceux qui pratiquent vraiment cette passion que je trouve très chelou. Mais ah ouais, moi le concept, hein, non, ça me dérange beaucoup. Hein, je suis pas à l'aise. Hein, si dans une pièce incluse, je serais pas bien du tout. Ah ouais. Ah non, mais vraiment. Ah ouais, tu pourrais sévir quoi.
Ah ouais, c'est ça. Je vais avoir un réflexe tu sais, je me mets en garde. Ah ouais, non, vraiment. Ah ouais, Ah, je vous préviens, si vous êtes clown, prenez des démaquillants et si vous voulez me voir. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Mais c'est genre, chelou, tu sais. Ah oui, donc même si genre demain on devait faire une petite soirée pour Halloween déguisé, celui qui est déguisé en clown. C'est le déguisement interdit. Je préfère te le dire tout de suite. C'est vraiment. Sinon, ça va être Halloween, mais Halloween vendredi 13. Hein. Comme le film là, qui est sorti, la Terrifier 3. C'est avec un clown aussi. Ouais, bon, interdit au moins de 18 ans. À un moment donné, oui, j'ai entendu, il y a une cohérence en fait. Ouais. C'est pas un hasard hein, si on a peur des clowns. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a Mourad qui nous a fait une dad joke. Il a dit à l'Elysée aussi, on en a un de clown. Merci beaucoup, Mourad, pour cette. J'adore les vannes de Mourad. En fait, elles sont drôles quand tu lis rapidement. Là, c'est parce que je suis obligé de lire, ensuite la lire, mais elle était bien. Il y a Papasoun qui dit mais à quel moment 18 enfants ont le temps de manger un gâteau donné par un clown avant que quelqu'un censé surveiller la cour de s'en rendre compte? Je crois que la réponse, elle est dans la question. Mais c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Oui, parce que tu sais, ils ont dû faire ça. Ils ont dû. 18 gamins. Hein. Oh. Alors attention, les gamins, ils sont vifs. Hein. S'il y a gâteau dans l'histoire. T'inquiète pas, il les attrape très vite, il les mange très vite. C'est ça. Ouais, c'est connu. Hein. C'est maternel, c'était maternel ou c'est... Ouais, maternel. Ouais. Non, sans déconner, les gamins ils sont vifs. Quand tu laisses un truc traîner en bas âge, c'est la vérité. Pile, machin. C'est pour ça qu'il faut les surveiller quand même. Ils sont vifs. Parce que j'avoue là. Là, on est sur de la négligence, on est d'accord. On est tous bien d'accord. Un chouïa. Vraiment, il y en a qui étaient un peu occupés à prendre un café, déprimés, on ne sait pas. Et il y a Techno Gab qui dit des gens qui empoisonnent des gosses à l'école. Maintenant, ce pays part vraiment en couille. Bah non, c'est Belgique, ça, c'est pas nous. C'est genre. C'est la frontière. C'est pas nous. Ouais, en tout cas, non, ça fait flipper. Surtout qu'ils ont. Il y a Sabrina qui dit surtout qu'ils ont précisé qu'elle est intervenue immédiatement. Ouais, donc non, mais c'est chaud. Mais enfin, j'avoue, c'est mon côté Chloé magique. Mais enfin, on pense tous que c'est volontaire. Parce que moi, je suis même dans l'option de, en fait, elles sont un peu chelous. Et elles ont donné des trucs avariés, en fait, des trucs périmés. Je sais pas. Je veux pas croire que c'est volontaire en fait. Ouais. Sinon, je vais prendre une Kalachnikov et j'attends devant la cour. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé, ils n'ont pas réussi ni à l'identifier ni à voir. Ah ouais, donc ouais, il y a peut-être volonté de nuire là. Hein. Ouais. Parce que si toi t'as pas fait exprès, tu t'apprends ce truc-là, tu fais je suis désolé. Non, tu le dis pas. Non, tu le dis pas. Tu le dis pas. Mais c'est vrai que c'est chelou quand même. Et puis pourquoi en clown? Pourquoi maintenant? C'est bizarre. En fait. Oui, c'est pas encore la saison. Enfin, ça arrive, quoi, tu vois. Je veux même pas qu'il y ait une saison de clown. Mais oui, attends. Alors, très chelou. Ah ouais, on notait une lumière en les rendant malades 2 minutes. Ouais, non, j'espère que c'est juste une mauvaise gestion du stock de la cantine. Ouais, c'est. Ah ouais, je sais pas. On veut pas penser à mal quand même, tu vois. Parce qu'on a une âme. Ouais, on a une âme. Mais... Bon, avant de passer au no comment, je voulais juste vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, que ce soit sur Twitch, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à prendre des subs. Et on a oublié de faire la vidéo, on va la faire. Comment prendre son abonnement Twitch, comment utiliser son abonnement Prime pour nous donner un sub et le renouveler chaque mois. C'est super important pour celles et ceux qui savent le faire, aider les autres. En tout cas, petit à petit, ça commence à devenir intéressant. On va commencer à devenir un média qui commence à prendre de l'ampleur, etc. Et ça, c'est que grâce au soutien qu'on a. On peut pas faire sans. Absolument. Donc merci mille fois. On tenait juste à vous remercier là-dessus. Et pour Tipeee, c'est pareil. Il y en a qui disent ouais, mais moi je peux pas mettre pas grand-chose. Je suis en galère. Il y en a qui mettent 1 euro par mois. C'est énorme. Incroyable. Imaginez-vous, ça vous êtes beaucoup. Vous êtes. Tu sais quoi? Vas-y, j'ai un peu plus de 200K de gens qui me suivent sur Instagram. Là, on fait à peu près 13 000 écoutes par mois sur Spotify et toutes les plateformes. C'est trop cool. Là, sur Twitch, vous êtes 114. Et vous savez quoi? Si chacun mettait 1 euro par mois, on va dire, on réunit 10 000 personnes qui mettent 1 euro par mois, ça nous va. Hein. Et là, on peut commencer même à embaucher des gens, etc. Créer un vrai média, pouvoir faire plus d'émissions et tout. Donc, en vrai, ça nous va. On touche pas l'intégralité des abonnements Twitch. Donc, c'est vrai que le Tipeee, c'est le mieux. Parce que le Tipeee, ils prennent que 8% de la somme globale, ce qui est quand même pas mal. Et si vous voulez faire des dons directs et que vous avez, par exemple, des sociétés et que c'est plus simple pour vous de faire un don de société, comme l'a fait une facture, de TS, vous pouvez faire une facture pour aider. Donc, voilà. Juste, c'était pour vous dire ce petit truc. Attends, j'ai mon cousin qui me dit il m'a tué.
Alors, je croyais qu'il m'avait... Ah oui, d'accord. Non, il m'a envoyé une vidéo de Golo et Richie. Je pensais qu'il écoutait le live et qu'il se disait que c'était drôle. Et on passe tout de suite aux no comment. Allez, no comment. Vous connaissez les bails. Là, je vais vous laisser en autonomie dans le chat. Vous n'avez pas le droit de commenter. Nous non plus. Que des emojis si vous êtes à l'écrit. Et je vais lire des news. Et voilà, il va falloir se retenir. C'est parti, on commence. Première news. Kanye West aurait demandé à sa femme Bianca Sansori s'il pouvait coucher avec sa mère sous ses yeux, selon son ancienne assistante. Kanye West. Kanye West. C'est vrai? La TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité sera multipliée par 4 l'an prochain, passant de 5,5% à 20% pour se conformer aux droits de l'UE. Non, mais. Oh là là. Oh là là. Et enfin, pour finir, Benjamin Netanyahou menace le Liban de destruction comme à Gaza. Oh. Allez, on passe au thème du jour. On va parler de la Martinique parce qu'en ce moment, il y a énormément de mouvements, de révolutions de Martiniquais qui n'en peuvent plus du prix là-bas. C'est parti d'une vidéo d'un gars qui disait « Putain, je suis dans au Carrefour, regardez les Daily Shock qui sont à 7 euros, machin. » Enfin, c'est des prix, mais t'as peur. Des prix, t'as peur parce qu'il y a plusieurs taxes, notamment l'octroi de mer, hein, une taxe qui date d'il y a très longtemps, qui, je sais pas comment elle est justifiée parce qu'ils disent que... Parce que tu crois qu'elle est justifiée? Ah, c'est même pas... Oui, plus ou moins, mais ouais, parce que genre, c'est loin, c'est ça. Merci super. Aley Makasgou. C'est bien, c'est vrai. C'est vraiment parce que c'est loin, ouais. Ouais, Évidemment. Attends, je vais regarder ce que ça veut dire. Oui, t'as raison. L'octroi de mer. Parce Parce que toujours voir la marque de la vaseline qui est utilisée. Ouais, voilà, c'est pour voir quelle marque. Tu vois la notice. Alors, l'octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, c'est beau. C'est le site de la Cour des comptes. Alors, l'octroi de mer, à l'origine, c'est une taxe très ancienne qui existe en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte et à La Réunion. Elle s'applique aux importations de biens ainsi qu'aux livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. Cette taxe, à laquelle les élus sont profondément attachés, participe grandement aux identités ultramarines parce qu'elle incarne une autonomie financière des collectivités locales. Elle représente en moyenne près d'un tiers des ressources des communes. À la suite de précédents travaux menés par les juridictions financières, l'évaluation de l'octroi de mer a été réalisée 2 ans après la dernière décision du Conseil de l'Union européenne qui a renouvelé le dispositif au titre de la période 2022-2027. Le présent rapport dresse un bilan des effets budgétaires et économiques de l'octroi de mer sur la période 2014-2022. Ah, mais donc en fait, j'adore quand ils disent cette taxe à laquelle les élus sont profondément attachés. Tu sais, on dirait que c'est quoi, c'est un statut. Ils n'ont pas dit la population. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas dit les concernés. Non, vraiment pas. C'est dingue. Les élus, ils y tiennent. Mais quel indépendant. Mais en fait, autonomie financière. Mais si tes gens là qui sont chez toi, qui vivent chez toi, ils peuvent plus acheter. C'est ton autonomie financière en fait. Parce que donc, si je comprends bien le baratin qui est posé, voilà, nouvelle marque de vaseline, c'est de dire en fait que c'est grâce à cette taxe assez lourde, c'est très ancienne. Ouais. Faut dire le mot, colonial. Ouais. Colonial. Faut dire le mot, faut dire le très ancienne. Sur CNews, il y a un journaliste qui voulait pas, qui était pas content que quelqu'un dise que c'était des vestiges coloniaux en Martinique. Il a dit vous pouvez pas dire ça, c'est pas colonial, c'est français. Ouais. Et ton frère, du coup, sur le shot, il a fait toute une vidéo pour expliquer, en fait, colonial, c'était le nom qu'on leur donnait avant, c'était des colonies. Évidemment. Non, mais parce que l'Amérique centrale, c'est en France, c'est connu. Ça se voit bien, en fait. T'as pas remarqué dans la carte? Ah bah oui, c'est en France. C'est juste à côté. C'est vraiment, tu prends la 26, conduis sur la Vendée et tout, la Roche-sur-Yon, et puis après... Et juste après, t'as Martinique. Ouais. Tu vois, c'est connu quand même. Je comprends pas pourquoi tu poses la question. C'est pas une taxe colonialiste, c'est une taxe traditionnelle, je te jure. Ouais, voilà, oui, c'est ça. C'est traditionnel, c'est un folklore. Folklorique. C'est dans la culture. Ça devrait même être dans l'UNESCO. Je pense qu'il devrait mettre dans l'UNESCO. Oui, c'est une tradition folklorique. Ouais, je te jure. Pourquoi vous nous en voulez? Et merci CTFR pour le soutien. Merci beaucoup. Le prétexte, c'est ça, c'est qu'en gros, l'octroi de mer, donc cette taxe élevée, en fait, elle fait que ça revient à la collectivité.
et la redistribution. Tu sais, le système. Le ruissellement. Et oui, c'est toujours le fameux ruissellement. Toujours. Éternel ruissellement, pour toujours. Pour des ans et des ans. Et t'as vu que Kalash a été reçu à l'Elysée. Le rappeur Kalash. Il a du mal à dissimuler son attrait pour les hommes entiers. Il aime bien les hommes entiers. Hein. À sa demande, le rappeur Kalash a été reçu en urgence à l'Elysée par le conseiller Outre-mer pour discuter de la situation actuelle en Martinique. Cette rencontre a été... Ouais, c'est pas Macron. Ouais. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Brigitte Macron. Waouh, elle est incroyable. Ouais. Elle justifie très bien ses 480 000 annuels. Vraiment. Alors là, franchement... Elle tape, hein. Alors là, entre bravo, ça et Emily in Paris, elle a pas le time. Parce que c'est vrai que l'Elysée, c'est très compliqué quand même d'accéder à une personnalité française. Hein. C'est difficile. Ils ont dit. Heureusement qu'elle a dû. Elle a dû. Franchement, elle a des relations. Hein. Oh là là, c'est. Je suis subjugué. Hein. 5 cas de coiffeur par mois pour coiffer sa perruque. Là. Franchement, apparemment, c'est une expertise, hein, le coiffage de perruque. Il paraît. Hein, non, mais franchement, c'est. Il coûte moins cher qu'un cabinet de conseil Kalash. Non, mais tout ça pour dire que la vie chère, c'est quand même c'est un marronnier limite, hein, j'ai envie de dire, dans les départements ultramarins. L'Az, la Révolution, donc eux, ils ont choisi la couleur rouge d'ailleurs. Là, je pense que... Ah oui, il y a eu un autre truc aussi. Tu sais, d'habitude, quand il y a des problèmes comme ça, ils font des réunions avec des élus, des industriels, des syndicats et des intersyndicales, je crois, des trucs comme ça. Et là, les représentants syndicaux du côté du peuple, ils ont refusé le premier conseil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était pas filmé. Et ils ont dit, si vous ne voulez pas le faire filmer, alors dans ce cas, on c'est un fait vrai pas. enjeu. Mais je sais, en 2009, c'était comme ça. Et en fait... Ils voulaient que ce soit filmé en direct. Bah ouais, parce que pourquoi en fait vous faites ça, vous faites votre truc, votre petite boutique, machin. Parce qu'en fait, c'est tout le temps la même chose, même avec les gilets jaunes. Non, venez, on se met entre nous, on va discuter. C'est bien, en fait, ils avaient tous refusé d'ailleurs. Ouais. Ça avait rendu ouf. C'est pour ça qu'après, ils ont crevé des yeux. Ouais, voilà. Et aux Antilles, on tue, par contre, vraiment. C'est ça que comme pour la Kanaki. Comme pour la Kanaki, exactement. C'est comme ça que même si tu as envie d'écarter la dimension coloniale, même si tu veux faire ça, parce que certains même militants ont essayé d'enlever un peu la dimension coloniale pour dire non mais on est quand même français, machin. Bah ouais, mais là, la répression comme ça... Bon, après, t'as des concepts foucaldiens, donc Michel Foucault, sur la colonialité du pouvoir, en fait. Chose à laquelle j'adhère totalement. C'est-à-dire que je pense que tout système de pouvoir, en fait, dans n'importe quel pays, est colonial de fait. Parce qu'en fait, c'est un petit gros... C'est le principe d'une oligarchie. Les gens veulent croire, et les discours légitimement veulent faire croire qu'un pouvoir est au service de sa patrie et de son peuple. Jamais. Ça n'existe nulle part. Toute forme de pouvoir, par nature, s'extranaïse. C'est-à-dire qu'elle devient naturellement étrangère au peuple qu'elle a servi. Sinon, c'est pas du pouvoir. C'est tout le monde est responsable et tout le monde gère. Tu vois, une tête couronnée n'est jamais fidèle à la patrie qu'elle est supposée servir ou qu'elle est supposée habiter. C'est un parasite, c'est un virus. Donc le truc, c'est ça, c'est que le pouvoir par nature est étranger en fait à la population qu'il gouverne. Qu'on le veuille ou non, il peut déclamer des vers, il peut revendiquer une tradition, il peut s'estimer d'une filiation, je ne sais quoi. C'est du baratin. Un pouvoir, à partir du moment où tu cherches à avoir, tu considères que tu as le pouvoir, déjà tu te soustrais au sort humain. Tu considères que moi, j'ai une qualité intrinsèque qui me donne le droit de décider pour vous. Vas-y, qui t'a donné ça en fait ? Ouais, c'est ce qu'on disait, t'as deux armes. Voilà, exactement. Donc t'es étranger. Et le truc, c'est ça, c'est que quand on prend le dossier pour Madinina et puis c'est pareil pour Guada, mais c'est que en fait, les Antilles, oui, il y a un truc complexe parce que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait l'histoire et la configuration par exemple, de l'Algérie française ou de l'Indochine. Même si c'est les mêmes mécanismes. C'est pas la même histoire, mais c'est les mêmes mécanismes. Et là où pour qu'on situe bien les choses, en fait, ça paraît bête, mais il faut peut-être faire un peu ce rappel, c'est que concrètement, il y a deux populations, pour faire d'abord vite, il y a deux principales populations dans les Antilles françaises. Les descendants d'esclaves, qui donc ne sont pas des natifs, entre guillemets, ce ne sont pas des natifs, ce ne sont pas des aborigènes, comme on dit, ou des indigènes de cette région.
Ouais, Clairement. ils étaient. C'est pas des ils viennent Américains. pas de là. Ouais, C'est pas ouais. des tu vois, d'Amérique centrale. Ouais. Et des Blancs, qui sont directement ou indirectement des colons. Mm. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, hein, c'était les colonies françaises aux Antilles, etc., aux Caraïbes. C'est comme ça qu'on les appelait, les Antilles françaises. C'est effectivement considéré comme une colonie. C'est toujours été une colonie. Oui, bah, avant d'ailleurs que Gaston Monnerville transforme ça en dom-tom. Exactement. D'ailleurs, c'est ça qui mène à le débat. Tu vas voir ce que dit Fanon. Il balance une petite balle, mais c'est très intéressant. Vraiment, non, mais c'est impressionnant. Vous allez voir, on dirait qu'il commente, on dirait qu'il est là vivant avec nous. Parce que oui, il est toujours vivant. Francine Fanon, c'est le principe des martyrs et des héros, des géants. Vraiment, c'est des vrais géants. Comment il décrit, non mais tu vois, c'est impressionnant. C'est un article qu'il a fait dans un journal de résistance algérienne en 1960. Et où il parle de la Martinique, il parle d'un soulèvement qui a lieu qui avait lieu à ce moment-là en Martinique. Tu vois, donc c'est fort, c'est très fort. Donc de rappeler cette question des populations, parce que en vrai, exemple aussi qui montre bien que c'est une colonisation, Saint-Domingue, qui est donc Haïti. Haïti, ouais. Voilà, 1794, si je ne dis pas de bêtises, ou 93 ou 94, c'est dans le courant révolutionnaire qu'elle proclame son indépendance. Il y a un NAFTA qui te dit dans le chat comment ces territoires ont été conquis. En parlant des 4 vieilles, comme il l'appelait à l'époque. Ouais, exact. En gros, c'est simple, c'est que ce qui a ouvert le bal, c'est l'invasion coloniale hispano-portugaise. Les Portugais et les Espagnols ouvrent le bal, ils sont suivis de très près par les Anglais, qui eux aussi... Et en fait, tous, c'est une sorte de frénésie qui est assez effrayante, qui commence évidemment dans ce qu'on appelle la Renaissance. Donc c'est le XVIIe siècle, hein, c'est 16e et 17e, où il y a littéralement, en fait... regardez, ça c'est intéressant. Des petites têtes couronnées, les pires prédateurs qu'on puisse avoir dans l'humanité, vont incarner à eux seuls les autorités européennes et vont se livrer une bataille dont le champ de bataille sera la planète entière. Ah oui, d'accord. Et là, tu as des invasions coloniales. Non, mais littéralement. Ouais. L'Empire britannique, c'est une folie. L'Empire français, ça sera une folie. L'Empire espagnol, une folie. L'Empire portugais, une folie. L'Empire hollandais, pareil, une folie. Et ça se fait de la manière la plus impitoyable qui soit. C'est-à-dire que dans certaines situations, ils vont considérer qu'une île, il faut raser sa population. Le truc, c'est que donc ils envahissent. Il y a des autochtones. D'ailleurs, Guadeloupe, selon toute vraisemblance, c'est d'origine espagnole le mot Guadalupe. Et Guadalupe, c'est Wad el-Hub en arabe, c'est-à-dire la vallée de l'amour. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, pourquoi les Espagnols l'ont appelé comme ça Il y a des recensions qui semblent évoquer. On a quelques articles américains qui semblent évoquer que ça, c'est super important. L'Amérique n'a pas été découverte par les Européens. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Quand vous lisez au commencement été, 3 petits points de David Graeber et David Wincox, si je dis pas de bêtises, vous découvrez que maintenant l'Amérique déjà ne s'appelait pas l'Amérique. Et c'est quoi son nom? En fait, il y avait plusieurs noms en fait, selon les peuples. Selon parce qu'il y avait plein de peuples, mais vraiment plein. Et des peuples très 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 développés, hein, contrairement à ce qu'on veut faire croire aussi dans le mythe colonial. Des peuples dingos aussi, hein, il y avait des peuples complètement flippants. Il y avait des pratiques d'esclavage dans les territoires. On dit Amaruka. Ah oui, pour certains, ouais, d'accord. Ah ouais, des traces de vikings là-bas en 900. Oui, ça aussi, ça a été mis au jour très récemment, tout à fait. Les historiens ont un peu du mal avec ce dossier, mais oui, tout à fait. Enfin, c'est plutôt la fin 900, hein, c'est pas au début. On pense que c'est peut-être même plutôt vers 1000. 980, 990. Et il y en a qui disaient que Christophe Colomb a été tellement brutal face aux indigènes qu'il a été mis en prison à l'époque. Oui. Ah ouais. Il y a de drôles d'origine en plus. Oui. Mais en fait, il y a un extrait. Ça a fait polémique parce qu'il y en a plein, ils n'aiment pas ça du tout. C'est là où je veux en venir. Ouais. Il y avait déjà des contacts en Amérique du Sud et centrale avec l'Afrique. C'est-à-dire mais c'est là que c'est très intéressant parce qu'il est hautement probable qu'il y ait en fait des Afro-Caribéens qui sont en réalité des autochtones et qui ne sont pas exclusivement issus de l'esclavage. Il y a des études qui ont commencé à être entreprises dans le sud de l'Amérique là-dessus. Il y a des chercheurs qui essaient de chercher ça, d'analyser ça. Tu sais pourquoi ? En fait, premièrement, représentation de peinture qu'on retrouve dans des vestiges mayas et aztèques. Mayas et aztèques. Donc, comme on dit, c'est précolombien. C'est ça que ça veut dire quand tu dis précolombien. C'est avant que Christophe Colomb le taré arrive. Eh bien, où en fait, on voit des personnes représentées noires. Alors certains disent oui, mais eux aussi ils étaient noirs. Bon, déjà non, parce que c'est vision blanche, mais surtout avec des barbes.
Et, Ah oui, les, d'accord. ouais, et en gros, il y a même des figures de rois. Et là, il y Ça a des parlait de roi attestations. Bakary II dans le chat. Oui, 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 c'est ça. En fait, c'est ça, c'est on commence à avoir des preuves parce que le problème, tu sais ce qui se passe, c'est que l'historiographie, c'est-à-dire la manière avec laquelle on écrit l'histoire. Mhm. Quand les gens disent, les gens disent, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mhm. Mais en fait, c'est ceux qui, moi j'ai envie de dire, c'est ceux qui écrivent l'histoire qui sont des vainqueurs. Tu vois? Ben oui, parce que à la fin, en gros, oui, comme à partir d'un certain temps, comme en Afrique, on considérait pas ça comme exceptionnel, le fait de faire des échanges très réguliers avec l'Amérique du Sud. Mhm. On n'était pas comme des oufs en train de dire oh c'est ouf, regarde on a fait ça, on a découvert l'Amérique. Mais tu sais, ils sont pas cons. Ils disent ben non, on a parlé avec des gens en fait, Ouais. c'est tout. Et on est allé vivre là-bas et il y en a eu plein. Et il y a eu, en plus, on a vu des représentations aussi culturelles, où il y avait autant de musulmans que d'animistes. Ça aussi, c'est très intéressant. On a découvert qu'il y avait des cultes animistes qu'on pensait être propres à l'Afrique, et qu'on a découvert en Amérique latine. Et là, Donc Alors, ça- certains, justement, ont pensé, à bon droit, que c'est l'esclavage. Ben non. Parce qu'on a maintenant on commence à sortir des preuves. On en est au stade quasiment zéro. Hein. Tu sais, de Ah la ouais, recherche d'accord. là-dessus. Oh oui, c'est tout frais. Donc Hein. il semblerait que Parce qu'il les faut changer. Africains seraient venus avant, Bien avant. avant, ainsi que les Arabes, Ah, exactement. C'est exactement ça. qu'ils auraient découvert l'Amérique bien avant Ce qui expliquerait d'ailleurs aussi une chose très intéressante, c'est que, pardon de le dire un peu crûment, mais au-delà même d'un simple, c'est vraiment affreux quand je le dis comme ça, mais d'une simple extermination des autochtones, étrangement, il y a eu la volonté de mettre en place une inquisition. Oui, il y a une inquisition qui s'est appliquée en Amérique centrale. Or, l'inquisition, c'est bizarre parce que l'inquisition, c'est pas le même process que l'évangélisation. C'est quand on Ouais. décide autodafé. Bah oui, et parce que l'évangélisation, c'est quoi? C'est tu dis, oui, c'est des peuples incultes, tarés, qui se baladent à poil, on va les christianiser. Ouais, c'est ça. Tu vois, on va leur emmener vers Ouais. l'évangile. Non, c'est que là, l'acquisition, c'est ils ont une religion, c'est pas la bonne. Et on Et la ils connaît, ont- cette religion. Donc, chelou quand même. Et du coup, il faut non seulement les convertir, parce qu'on va sauce, mais ensuite, il faut s'assurer qu'ils sont vraiment convertis. C'est pour ça que l'Inquisition, elle existe. Elle n'existe que pour ça. Lorsque tu identifies les zones et les régions dans lesquelles ont été édictées et mis en place l'Inquisition, parce qu'on a les parcours, hein, et ça, ils ont documenté, ça, t'inquiète pas, hein, ils documentent bien. Ben, en fait, tu te fais, c'est marrant ça, parce qu'il y avait peut-être d'autres gens. Tu vois, et ça, c'est super intéressant. D'accord. Donc, voilà, il y a vraiment eu cette volonté d'écraser, parce que littéralement, il y a une preuve, c'est une chercheuse d'une université californienne qui avait fait un article, il me semble qu'il est en anglais, faudrait que je remette la main dessus, Ouais, carrément. où en fait, elle évoque justement, ça fait une polémique sur le fameux journal de bord de Christophe Colomb. D'accord. Parce que lorsqu'il arrive aux Caraïbes, en fait, il voit un minaret. Mhm. Et là, il n'était pas prêt pour ça, en fait. Ah ouais. Il s'est dit, on les a tous cramés en Espagne et ils sont encore là-bas. C'est quand même gênant. Ah oui, sauf. Tu vois, c'est gênant. Alors, c'est ça ce qui est drôle, c'est que pourquoi ça semblait pas non plus trop choquant pour lui, parce que comme il s'attendait, vu que c'est un gros bourrin, à ce que ce soit l'Inde, bah oui, l'Inde était pas mal musulmane à ce moment-là, hein, 15e, 16e, hein, vraiment, même beaucoup. D'accord. Donc c'était pas surprenant. Puis après, quand il a commencé à capter qu'ils avaient un peu les coups des franches, ils ont pu en profiter. Mais donc, effectivement, il y a cet élément très important, c'est qu'il y a eu un asservissement local, Mhm. même si, justement, les peuples locaux, qu'ils soient afro-caribéens ou caribéens tout court, ou andins, donc les Andes, péruviens, machin, Mhm. donc tous les peuples autochtones initiaux d'Amérique latine, Mhm. ils sont très nombreux et très divers, contrairement à ce que les gens peuvent croire, ont tous été écrasés en fait par cette invasion, et ils l'ont été par quoi? C'est ce qu'on arrive à mieux comprendre. C'est d'abord par le fait qu'a commencé à émerger au 17e, c'est 17e, 18e, les armes à feu, Mhm. les mousquets, ça c'est et les chevaux. Il y a pas dans toutes ces régions, il n'y a pas de cheval. D'accord. Ouais, c'est pas une créature endogène, tu vois, et surtout en Amérique latine. Et ça a donné vraiment une. Après, il y a eu les maladies, évidemment. Ça aussi, ça, c'est très important. D'accord. Mais vraiment, par rapport à ça, ça a donné une suprématie. Mais attention, encore une fois, beaucoup ont résisté et tout. Ça aussi, c'est vrai que quand on parle de l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est que les vainqueurs ensuite vont occulter, vont faire des tris. Et forcément, ça influence tout le monde, même ceux qui sont révoltés, où on a l'impression que ça s'est passé de cette manière. Tu vois, quand je t'ai parlé tout à l'heure, justement, un truc qui m'a fait hurler, parce que c'est vraiment affligeant, d'un livre tout pourri,
qui veut minorer en fait la traite négrière transatlantique pour soi-disant accabler une traite négrière massive du monde arabo-musulman. Et ça, c'est une rhétorique qui est assez connue dans Facholand. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils adorent ça parce que c'est vrai que là, Pétré Grenouillot, par exemple, Voilà, un auteur qui est très très cité par Zemmour. c'est ça. Qui sont des grosses quiches en fait en tout. Et qui veulent dire, bah non, on n'a pas à regarder. L'esclavage, ça a été inventé par les Arabes, c'est pas nous. Oui, mais évidemment. Parce que une, t'as envie de leur dire, bah, bande d'abrutis, en fait, l'esclavage, ça existe depuis plus que l'Antiquité. Donc, c'est un principe de base. Donc, déjà, il faut éviter de dire des grosses conneries. De deux, ce n'est pas une exclusive de tel ou tel peuple. Malheureusement, l'ensemble de l'humanité a pratiqué à diverses façons et de diverses manières l'esclavage. Ça aussi, c'est très important, parce qu'on a maintenant des preuves très intéressantes. Il y a des peuples qui ont refusé l'esclavage, qui ont refusé de le pratiquer. Et ça, c'est bien de le relever. Et que aussi, il n'a pas toujours été racialiste, même très rarement. Par contre, il est bien souvent xénophobe. Ou plutôt, il alimente la xénophobie parce que c'est pour des raisons très basiques. C'est affreux de le dire comme ça, mais le schéma qui a bien relevé les historiens les plus balèzes, et en particulier les historiens anarchistes, sont les meilleurs. Pour faire des comme si c'est le meilleur. C'est tout simplement ceux qui ont montré que, en fait, le principe, c'était que tu prends une manœuvre, pour faire des tâches que toi, t'as pas envie de faire. Et bah, l'idéal, c'est de prendre quelqu'un de très étranger, très loin, pour que comme ça, la famille, elle viendra pas te chercher. Ou sa tribu, ou quoi. C'est tout. C'est affreux, hein, mais c'est tout. Et vraiment, il y a des peuples comme ça qui ont dit « Oh, il y a des trucs, on a la flemme de les faire. Donc, bah, allons chercher une main-d'œuvre plus ou moins volontaire. » Et voilà, franchement, c'est basique. Hein. Mais il n'y a pas de considération ethnico-raciale. Et c'est pour ça que... Bah oui, c'est la grosse différence avec... c'est ce qu'on reproche à l'esclavage occidental, européen, c'est qu'eux, ils ont créé l'idée de supériorité d'une race vis-à-vis de l'autre. Pourquoi ? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que, tu vas voir, il y a un truc essentiel, c'est qu'il y a... c'est pas rien, c'est que le moment où commence la conquête coloniale du monde occidental européen, c'est le moment où émerge, comme le disent les historiens, émerge la construction nationale. Parce que tu sais, avant, il y avait les peuples chrétiens d'Europe avec les régions. Les Bretons, les Gallois, tu vois ce que je veux dire ? Les Germains, mais les Germains de la Westphalie, les Germains de machin, tu vois, etc. Il n'y avait pas, par exemple, ça n'existait pas. L'Angleterre en tant que telle, c'est juste un territoire. Mais il y avait, tu imagines bien, il y avait entre les Écossais, etc. Pareil, il n'y avait pas l'Allemagne, il y avait le Saint-Empire germanique. Et puis, bah, tu avais différentes identités, avec différentes langues, etc. Mais au 16e, 17e, commence par la langue. Oui, parce qu'en fait, par exemple, l'allemand moderne va apparaître par la traduction de Martin Luther de la Bible à l'époque. Ensuite, tu as la même chose avec à Paris. Ça aussi, pourquoi Paris va devenir centrale ? Parce qu'elle va devenir un foyer intellectuel qui va fixer le français. Parce que ça, c'est très drôle. Tu sais que ce qu'on appelle aujourd'hui les Espagnols, les Français et les Italiens parlaient la même langue. La lingua francae. Ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est la langue franque. En fait, c'est une déclinaison germaine avec un mélange de latin. Et donc, littéralement, quelqu'un à Paris ou à Bordeaux disait comprendo pour dire qu'il comprenait. Et pareil à Tolède, et pareil à Rome. Et progressivement, en fait, c'est la fameuse phase de l'humanisme. C'est la phase de l'humanisme. Des auteurs vont commencer à écrire. Parce qu'avant, la langue intellectuelle, c'est le latin. D'accord. Tu vois ? Et les autres langues, c'était du dialecte. Dialecte français, dialecte breton, etc. Et ces dialectes vont changer de statut quand ils vont commencer à être des traductions de la Bible. Et c'est Martin Luther qui ouvre le bal en faisant une traduction allemande de la Bible. Là, l'allemand change de statut. Ce n'est plus un dialecte, ce n'est plus une langue vernaculaire, ça devient... Si tu veux, pour l'équivalent aujourd'hui, c'est un peu comme les langues amazighes, donc les langues dites berbères. Tu vois, d'ailleurs, qu'on renvoie souvent à une dimension de dialecte. Parce qu'il n'y a pas une grande œuvre littéraire c'est tout, c'est juste à cause de ça, et aussi au fait qu'il n'y a pas d'État qui a pris cette langue-là comme... Mais c'est pour ça qu'en vrai, l'identité amazigh est beaucoup plus pertinente que de parler d'arabité pour le Maghreb. Ce qui ne signifie pas que les Maghrébins aient maîtrisé d'une manière ou d'une autre la langue arabe. Car la langue arabe n'est qu'un support culturel, en fin de compte. Enfin, c'est comme toutes les langues. Donc, tu vois, et à partir de cette dimension nationale, c'est la première dimension, arrive la deuxième, c'est le développement d'une pensée humaniste. Pour de vrai. C'est-à-dire qu'on va vraiment penser qu'il est important pour l'individu, déjà de penser un individu, qu'il rationalise les choses et qu'il voit, en fait, l'idée d'émancipation et d'améliorer son sort et sa condition. Alors ça, c'est bien.
justement, entre bons chrétiens blancs. Mais au début, ça ne s'identifie pas comme ça. C'est juste, on est ce que nous sommes en Europe, et on pense ça. Et c'est bien. Et c'est ce que la Bible nous demande. Et ça, tu as vraiment des auteurs comme Erasme, comme Thomas More et tout, qui vont vraiment développer cette idée-là, avec, pour l'instant, ils le voient de manière générale pour que tous les humains vivent mieux. Sauf que, d'un autre côté, tu as des convoitises de princes et de seigneurs qui ont un appétit vorace, et qui vont gagner davantage en outils grâce à la rationalisation, ce qui va donner le dessus justement de l'Europe à ce moment-là, qui va consister à se dire ouais, mais on a besoin de ressources, on a besoin d'or, on a besoin de machin, etc. Et puis il faut qu'on prenne le dessus face aux Ottomans, il faut qu'on prenne le dessus face aux Chinois, etc. Là, et même face aux Africains, parce qu'on les oublie, mais en réalité, non, il y avait des royaumes prospères. Et bien là, il faut qu'on soit fort et impitoyable. Et là, tu as un paradoxe. T'es humaniste d'un côté, mais tu es obligé de faire des trucs dégueulasses pour gagner des richesses et l'emporter, etc. Parce que tu as l'appétit. Du coup, comme l'humanisme est en même temps ce qui a apporté des outils pour réussir leur conquête, ils ne peuvent pas totalement l'abandonner. Mais il va falloir qu'ils le négocient avec. Comment tu le négocies ? Littéralement, c'est là que tu crées, de manière littéralement conceptuelle, un racisme, on va dire, inédit. Celui d'une hiérarchie des peuples et des races, pour montrer que, non mais humaniste, oui, pour nous. Les droits de l'homme, blanc. Ouais. Voilà. Mais ça va être vraiment ça. Donc, en gros, on ne peut pas être des bons chrétiens et réduire des humains à l'esclavage. Ça passe pas avec l'évangile. Alors, c'est pas des humains. Tout simplement. Ouais, c'est pas des humains. Oui, ils sont droits. C'est pas des humains. Et du coup, là, on revient sur sur les Antilles, la Martinique. En particulier. En particulier. Donc là, on hérite d'une situation qui vient du coup de ce que tu expliquais, donc de faits coloniaux. Enfin, dans cette colonie, il y a eu de l'esclavage, des plantations, etc. Et le problème, c'est que là, eux, si leur industrie elle est très 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 complexe pour le peuple, c'est parce qu'elle est tenue par une poignée de personnes, par une oligarchie qu'on nomme les béquets, qui sont des descendants de colons, qui sont très fiers d'être descendants de colons, Totalement. Très fiers. Il suffit de lire les ouvrages de... Parce que j'ai rencontré quelqu'un de sa famille. Ayot Non, de Jaham. Parce qu'elle a fait un livre qui s'appelle La Grande Béquée. Très très fiers. Ils sont très 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 fiers. Ils sont très fiers, parce que pour eux, c'est ils ont rien à rougir. Ils ont à rougir de rien, visiblement. En plus, ils ont été dédommagés. Hein. Mais ça, c'est un point, il faut qu'on en parle. C'est très important. C'est pour moi en fait, c'est ça qui. C'est simple. Regarde, voilà, c'est ça. Ouais. Tu poses bien, très bien posé les termes. On dit les termes. C'est que, en gros, justement, en fait, on est littéralement. De toute façon, les Antilles françaises incarnent parfaitement le paradoxe européen. Et le paradoxe français en particulier républicain. C'est-à-dire que c'est pas du... comme je t'ai dit, l'humanisme, et avec toutes les pensées utopistes, anarchistes, etc., elles sont réelles. Et elles ont vraiment été développées en Europe. Pas seulement en Europe, mais il y a vraiment des auteurs européens qui ont pensé ça. Et qui l'ont pensé sincèrement. C'est comme le dit très bien... c'est Caroline Audin. Ouais, Caroline Audin. Elle a fait plusieurs livres. Il y a aussi Nelly Schmidt. Il y a Nelly Schmidt qui a fait un livre sur les abolitions. C'est comme ça qu'on a utilisé les abolitions de l'esclavage du 17e ou 18e jusqu'au 20e siècle. Ouais. Superbe ouvrage, historien. C'est important de comprendre l'abolitionnisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des auteurs blancs européens qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'abolitionnisme. Évidemment, ils ont rarement eu le pouvoir, sinon ça se saurait, tu vois, mais il y a vraiment un travail là-dessus. Et de l'autre côté, il y a le fameux travail de l'émancipation. Donc, la réalité, c'est quoi ? C'est que le fait qui est particulier parce qu'on a colonisé un lieu, mais ce lieu-là, tu ne pouvais pas l'exploiter. Donc en fait, c'était une colonie d'exploitation, souvent on en avait parlé. Cette colonie d'exploitation ne pouvait pas tourner sans des personnes qui permettent l'exploitation, d'où le recours à l'esclavage. Voilà. Et là, il y avait un esclavage local, mais il ne suffisait pas, donc on a ramené traite négrière des plus infâmes. À partir de ce moment-là, en fait, donc avec tout le système absolument affreux de on va dire, on l'appelait, il y a différents termes, mais de christianisation forcée de cette population, mais d'une christianisation j'oserais dire, pardon du terme, mais attardé. C'est-à-dire, en fait, on les empêche de lire.
Ah bah oui, parce que du coup, ils inventent des passages. Mais évidemment, Ouais, évidemment, ouais, ça c'est bien connu et c'est vrai. Pour légitimer. Mais c'est très. J'insiste sur le côté christianisation parce que, bah, évidemment, il venait de régions où on n'était pas très chrétien en fait. Hein. Ça aussi, c'est également important de soulever, de souligner. Parce que, encore une fois, avec ce mythe, quand je te parlais de ce livre tout pourri qui parle d'une traite arabo-musulmane et qui, en fait, qui veut finalement dire que c'est une traite musulmane particulière, parce que c'est encore le même Roland de dire vous les Noirs africains, l'islam c'est votre ennemi, etc. Moi je n'aime pas angéliser qui que ce soit, c'est-à-dire que je considère pas qu'une communauté, etc., est affranchie de moindres problèmes, etc. Par contre, j'aime pas trop quand on dit des grosses bêtises, des trucs faux. Tout ça en plus pour gratuitement en fait lancer une sorte de vendetta pseudo-intellectuelle sur sur une communauté, etc. En réalité, moi, je pense que de toute façon, les peuples africains ont une immense histoire bien avant telle ou telle religion. D'ailleurs, je pense même que c'est très péjoratif de parler d'animisme. Certains parlent de religion africaine. Ouais, moi je pense qu'il y a des spiritualités africaines qui sont très développées et qui ont justement parfois eu la sagesse de ne pas être en confrontation avec d'autres formes de pensée. Bah oui, parce que ça c'est un logiciel européen, ça. C'est un logiciel très romain. Le fait que c'est compartimenté, même mésopotamien, de compartimenter, de refuser. Alors que, non, en gros, j'ai grandi dans une culture, une tradition, et là, toi, tu viens avec des éléments d'une autre tradition, mais qui me semblent pertinents. Pourquoi j'ai pas le droit d'y recourir ? Ouais, totalement, ouais. Et pourquoi j'ai pas le droit de, tu sais, choisir un petit peu. Oh, ça j'aime bien ça chez toi. Et puis si t'as envie de piocher, vas-y. Mais ce serait la logique. Mais pourquoi, par contre, je serais obligé d'être comme toi ? Ouais, et toi, tu serais obligé d'être comme moi. La laïcité, tiens. Oui, mais entre autres, tu vois, voilà. C'est ce nivellement. Mais ça, c'est impérial. Ça, c'est vraiment. Tu sais, depuis Rome. Rome, c'était ça. La Pax Romana. Faut parler romain. Faut s'habiller pareil. Tu vois, vous devez être dans les d'où à Rome, on fait comme les Romains. Exact, mais grave, mais bien sûr. D'accord, ok. Tu vois, donc c'est pour ça. Et donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'était même sur les origines du vaudou et tout, ça c'est une blaguerie, machin, où en fait c'est une sorte de contrefabrication coloniale française de fou sur une tentative de désislamisation des populations afro-caribéennes qui l'étaient. Hein, oui, parce que Boukman, etc., une figure importante de l'histoire d'Haïti. Mais du coup, donc, tu disais par rapport à... On parlait de... Parce qu'à la base, on est parti de l'indemnisation des colons et ça t'a lancé sur... Donc voilà, parce que t'as l'exploitation esclavagiste. Donc ce qui fait que là, de fait, c'est ça. T'as vraiment... Donc la démographie, il faut comprendre que la démographie actuelle avec la Martinique. un petit pourcentage des Antilles françaises, dont la Martinique, c'est clairement les Blancs, grande majorité d'entre eux, des béquets. Donc c'est-à-dire en fait des enfants et des descendants d'exploitants coloniaux. Et esclavagistes. Et donc les créoles, comme on les appelle évidemment, les créoles et les afro-caribéens, ce sont des descendants d'esclaves. Ouais. Donc le truc c'est quoi ? C'est que on abolit l'esclavage, 1848, et on fait un truc dingo, c'est on indemnise les propriétaires. Ce qui fait que, et c'est là que c'est pour ça que c'est scandaleux de continuer avec ces discours sur le mérite. Sur le quand on veut, on peut. Parce que ça, on les lâcherait pas. Ici, la jugulaire. Parce que concrètement, tout de suite, tu as posé les déséquilibres. Ah non, mais c'est bon, vous êtes libre. Ouais, mais faut que je taffe. Ah, c'est une bonne idée, ça, de travailler. Ouais, tout à fait. Tu veux te payer un appart ? Il n'y a pas de problème. Chez moi. Voilà, j'ai fait un grand groupe. Je m'occupe de quasiment tout. Tu vois, comme ça. Et en plus, ça tombe bien parce que en plus, c'est moi qui te vends ce que tu vas manger. Ouais. Voilà. Donc c'est cool. Je les vends un peu cher. Ouais, parce que tu sais, ça vient de loin. C'est le bateau, tout ça. Ouais, puis des fois, ils peuvent se perdre en mer et tout. De mer, on n'est jamais trop sûr et tout ça. Voilà, donc octroie ta race. Donc voilà. Et là, en fait, toi, t'es là, tu dis, d'accord. Mais du coup, qui fixe les prix ? C'est moi. Ouais, mais moi, je travaille. Et mes salaires, ils bougent pas. Non, mais pourquoi tes salaires, ils bougeraient ? Toi, t'es toujours là. Alors que moi, ça vient de loin, ce que je te ramène. Quand même, moi, je fais des efforts. Mais par contre, t'as l'air d'avoir un train de vie de ouf, donc je comprends pas. Parce que, en fait, je fais plein d'efforts. Je prends beaucoup de risques. Moi, les bateaux, ils m'inquiètent quand ils sont en chemin. T'as pas idée de mes nuits. Je dors pas. Je dors pas. Je dors vraiment pas. Je suis, mais waouh. Disons que t'indemnises mes somnifères. Non, alors là, vraiment. La clim, tout ça. Non. T'es chiant. Et t'as eu de l'appart, c'est long. Quand je dois aller aux chiottes, je marche 2 minutes. J'ai pris même un petit scooter à un moment donné pour aller dans ma cuisine. Tu te rends pas compte. C'est dur la vie. C'est très très dur. Mais dis-toi que, mais sans blague, on est en 2024, putain, et c'est la même chose. Le statut est le même.
Les béquets vivent super bien. Alors oui, il y a une minorité de béquets qui se font carottes, mais c'est normal. C'était les moins fut-fut, ou plutôt les moins outillés ou les moins fortunés. Et tu sais, je vais même dire un truc, il y a des béquets qui ont eu le malheur et évidemment, je mets des guillemets, c'est ironique, qui ont eu le malheur de s'enticher de Martinique, de Noirs, l'Afro-Caribéen. Et genre, ils se font exclure de la commune. Bien sûr, c'est impitoyable, évidemment. Parce qu'il ne faut pas mélanger le sang. Faut pas le mélanger le sang, c'est pas beau. Faut pas mélanger frisé avec. Non, c'est pas beau, c'est pas harmonieux. C'est pas harmonieux. Tu sais, quand il disait ça là, c'est pas harmonieux. Le mec, on aurait. C'est vrai qu'il parle de peinture chez Saint-Masclou. C'est pas harmonieux. Normal, il est sur Pinterest, le bâtard. On est sur les teintes, je te jure. Grave. On va le mettre Pinterest Taras. Mais donc, c'est Pinterest. En fait, et c'est ça, en fait. Donc, tu as cette situation. Qu'est-ce qui se passe ? Époque après époque, administration après administration, la République française survalide cette position coloniale. Ben oui, en mettant plein d'avantages. Mais totalement. En faisant quelques petits palliatifs qui sont des cache-misères de « Non mais vous avez des élus. Non mais on fait des élections. » Et d'ailleurs, tu remarqueras que les béquets, ils font précisément exprès de ne pas se présenter. Absolument. Il y a toutes les études qui le montrent. Ils s'éloignent totalement. Pas les municipales, pas les législatives, tout. Pour justement faire croire, sous le radar. Parce que eux, le plus important, c'est le business. Ils s'en battent les couilles d'avoir. Mais bien sûr. Ils ont deux, trois. Ils ont un béquet qui est aux commissions européennes, qui sont à un peu de crédibilité quand même. Un peu de crédibilité, mais eux, ils font exprès de refuser tous les trucs. Sûr. Non, c'est toi le chef. Hein. On est chez toi. On est chez toi. Maire de Fort-de-France, bien ouais. Waouh. Monsieur le maire. Sartec la coupe. 1500 € par mois, ça va pour toi. Eh, dis donc, on se met bien là. Oh là 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 là. C'est ouf, hein. Ah, bravo, félicitations. Tellement. Non, mais je peux pas, moi, j'ai pas la capacité. Un petit rhum mais vraiment, ça vient de ma plantation. Hein. Et en fait, c'est pour ça que, en vrai, et d'où le fait qu'il y a toujours cette question coloniale qui reste en fond, parce que, en fait, si tu ne corriges pas, si tu ne répares pas la fracture coloniale, non seulement tu la maintiens et tu l'installes, mais surtout, en fait, tu la permets de s'amplifier. Ouais. Et là où c'est intéressant, c'est pour ça que il y a eu différents logiciels à envisager. Il y a la question de l'autonomisme ou de l'indépendantisme. Ouais, effectivement, il y a les penseurs afro-caribéens, dont justement Aimé Césaire. Aimé Césaire, discours sur... Ah, tu l'as... oui. Notez le discours sur le colonialisme, suivi de discours sur la négritude. Voilà, faut le lire tranquillement, il est facile à lire en plus. Et... Ça, tu nous liras un extrait pour la fin ? Non, c'est celui de Fanon. Ah, pour la fin, ça c'est Fanon. Fanon. Mais c'est ça, mais fallait Fanon. Ouais, non, mais évidemment. Surtout que c'était bien sanguin. Mais c'est sanguin aussi. Oui, parce que dedans, on en a parlé la dernière fois. Et il disait notamment que si la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste avaient choqué les Européens, c'est que pour la première fois, c'était des Blancs qui vivaient. Ce que nous, on a vécu, ce que les Amérindiens ont vécu, ce que tu vois, les héros. Et en fait, c'est ça. En fait. Et c'est marrant, c'est que de façon très surprenante, mais depuis le 7 octobre, on est surpris par plein de gens. Hein. Luc Ferry qui, justement, cite tous ces génocides-là en disant, on rappelle quand même qu'il y a eu plein de génocides avant et que là, s'il a marqué l'Europe, c'est parce que c'est pour la première fois, ça touchait des Blancs. Et le mec, il dit ça normal. Hein. Il commence à devenir anticolonial. Non, mais entre attention. Zineb, je te jure. Non, mais lui, en plus, en prenant des précautions oratoires pour dire, non, mais après, moi, je souscris pas à tout mais j'essaie juste d'expliquer. Et je me dis, d'accord. Et en fait, ce qui est essentiel dans le texte d'Aimé Césaire, et dont je revendique, je conseille fortement non seulement sa lecture, mais il faut le faire lire. Parce qu'en fait, si vous êtes toutes et tous convaincus, c'est très bien, hein, je pense qu'on l'est tous, mais c'est bien de le faire lire, en fait. Il faut le faire lire, il faut le faire comprendre. Et en plus, je crois qu'en plus, il existe en PDF, maintenant, très facilement accessible. Donc, parce qu'en fait, c'est surtout qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère, en fait, comme on dit. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans il dit les termes avec... parce que comme d'habitude, je t'ai déjà dit, je déteste ces fausses précautions que prennent beaucoup d'universitaires blancs, français, avec toutes les bonnes intentions du monde, oui, c'est complexe, on peut pas forcément dire que c'est tout à fait colonial, parce qu'en fait, ils sont aussi autochtones. En fait, non, vraiment. Ça, parce que là, laisse-moi tranquille, en fait. C'est qu'à un moment donné, t'as quelqu'un qui est du terre-terre qui te dit, non, en fait, là, t'es en train de me coloniser Barras, en fait. Donc, à un moment donné, je suis pas content, en fait, tu vois, et moi et mes potes, on va te mettre la misère si t'es pas d'accord avec ce qu'on est en train de te dire. Totalement, non. Et le truc, c'est simple, c'est que en réalité, moi, j'ai même envie de dire une chose. C'est que je comprends à 10 000%
je comprends à 10 000% les velléités, les volontés, les revendications autonomistes et indépendantistes. Et je connais trop bien les discours parfaitement coloniaux de dire « Mais vous pouvez pas gérer. Mais quoi? Comment Vous vous pensez allez que la faire Martinique, vous voulez que ça devienne Haïti ?» Mais personne ne veut que ça soit Haïti parce que personne ne veut qu'Haïti soit Haïti, en fait. Hein. C'est tout. Sauf que Haïti, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de payer le prix fort, affreux, justement de vouloir son indépendance. Elle a le Oui, parce malheur que- de vouloir son Oui, indépendance. parce que du coup, ils ont payé à ce jour des milliards Mais c'est de... effrayant. C'est Et les abusé. États-Unis sont en train de tout dévaster. Parce que, encore une fois, en réalité, Haïti ne sera libre que lorsque l'impérialisme succombera par étouffement, étranglement, ce que tu veux. Mmh. Mais c'est ça la réalité. Or, c'est parce que tu sais que c'est toujours la même chose. Et c'est d'ailleurs ce que les gens disent. Tu sais, en reprenant l'exemple que, par exemple, je maîtrise bien les pays arabes qui ont fait sauter leur dictateur. Et que les gens disent ah, mais t'as vu, c'est pas bien ce qui se passe et tout. Mais en fait, vous oubliez que ça, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les conséquences de la tyrannie d'hier. Mais que maintenant, il va falloir continuer le long chemin vers l'émancipation. Et ouais, qui vous a dit que c'était confortable? Qui vous a dit que ça allait être sympa? Bien sûr. Ça va être difficile. La vérité, c'est qu'Haïti est malheureusement maudite parce qu'elle a justement voulu s'émanciper, mais elle a raison d'avoir voulu s'émanciper, mais que cette malédiction n'est pas une malédiction magique, ça vient des impériaux, ça vient de l'impérialisme qui est son voisin. Et la vérité, lorsque les États-Unis succomberont par le fait d'une révolte intérieure ou extérieure, et par sa décadence inévitable et inexorable, bah, vous allez voir quand d'un coup, ah, c'est bien, ah, c'est sympa. Bah oui, c'est sympa, bah, évidemment que c'est sympa, parce que c'est pas son peuple qui est taré, hein. C'est qu'ils sont en train de souffrir de la pire des corruptions, de la pire des criminalisations, c'est effrayant. Quand on reprend les Antilles, on prend la Martinique et on prend la Guadeloupe, mais tu sais, plaque tournante de la drogue, bah, tiens, alors ça c'est marrant, dès qu'il y a 2-3 barrages de révolutionnaires ou de militants ou de syndicalistes antillais, hop, t'as les CRS qui viennent en avion, je sais même pas, c'est presque supersonique, hein, les gars. Hein. Ils arrivent super vite. Mais par contre, la drogue, c'est difficile, là, vous avez du mal, en fait. Hein, parce que c'est une plaque tournante de malade, hein, mais de fou malade, en fait. Hein. Ah non, mais vraiment, tous les experts judiciaires te le disent, oh, c'est chaud. Et tu dis, d'accord. Pourtant, les gars, c'est une île, c'est quand même plutôt facile à contrôler. Hein. Bah ouais. Moi, il me semble que c'est super facile. Hein. Parce que va essayer de faire rentrer une voiture aux Antilles, tu vas voir. Tu vas voir comment c'est difficile et comment tu vas devoir payer très 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 cher. Je veux dire, parce qu'on a essayé. Et donc, et là, tu fais, mais par contre, la drogue, ça passe. C'est marrant, ça. Mais comment ça se... Par l'esprit comment ils font? Je sais pas. Par drone, du coup. Voilà. Qu'on ait un peu le tuyau, parce que c'est pour un ami. C'est pour voir, c'est pour un ami. Et là, tu dis, ah, mais donc c'est volontaire. Mais bien sûr que c'est volontaire. Parce qu'il faut que ces populations autochtones colonisées, il faut que tout le monde voit qu'elle est avilie. Il faut qu'on voit qu'elle est criminelle. Comme ils ont fait pour les réserves d'Indiens. Mais bien entendu. En mettant les casinos, mais comme ils ont fait dans de nombreuses colonies d'Asie aussi. Quand tu balances l'opium et qu'après tu fais ah, regarde, c'est des drogués. Ah là, c'est pas bien. Hein. Allez, on arrive. Tu sais, pour les avilir, pour voir. C'est ça là. C'est ça, vous voulez qu'ils soient libres? C'est ça, vous voulez qu'ils aient l'indépendance? C'est ça là. Vous voulez qu'ils gèrent? Ouais, mais c'est pas difficile. Hein. Tu fais un machin là, comme de la Virlardière, tu viens dans un quartier, dans un quartier de Fort-de-France, etc. Tu regardes, tu fais, vous avez vu, ils sont tous torse nu en plus. Hein, on sait pas pourquoi. Ils sont là, ils ont des cheveux bizarres, machin, et voilà. Ah, vous avez vu, il y a de la drogue. Hein. On se demande. Putain. Et tu installes ça, tu déshumanises, tu criminalises, tu stigmatises. Et en plus, tu regardes réellement parce que tu travailles, ouais, mais tu vas avoir un salaire de merde. Tu sais, il y a un chômage, tu comprends pas. Ouais. Alors qu'il y a la prime vie chère, elle est que pour les gens qui sont c'est les fonctionnaires en fait, c'est tout. Et tu sais pas pourquoi. Qui sont bien souvent Ah bah oui, c'est de l'expat en fait, hein, c'est de l'importation. Hein. Et pareil, un tourisme plus qu'indécent. Parce que c'est un tourisme massif. Hein. Mais tu fais, c'est bizarre, ça profite pas. Bah si, ça profite au béquet, au final. Et donc, et c'est là le truc. C'est pour ça que, encore une fois, en soutenant totalement et inconditionnellement, j'insiste, inconditionnellement, toutes les volontés et velléités révolutionnaires, révoltées, insurrectionnelles, par tout moyen nécessaire. Je suis là-dessus à 100%, mais moi, je suis quand même d'accord sur le fait que, attendez avant de sortir de la République française, dépouillez-la. Ouais. Parce que vous devez reprendre les comptes. Vous devez récupérer votre droit. Totalement. Parce qu'il y a des gens qui vous ont spolié, vos ancêtres, qui vous ont vendu dans tous les sens du terme, et qui ont pris toutes ces richesses et les ont bien cadenassées.
faut tous les récupérer jusqu'au dernier centime, plus les intérêts. Aïe, aïe, aïe. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est vraiment ça l'enjeu. Si on veut qu'il y ait du changement. Et on ne fait que retarder l'inévitable sur ce point-là. C'est-à-dire qu'en vrai, là, ils sont en train de jouer un jeu où ils veulent jouer avec le temps. Ils disent non, on reste, de toute façon, on est là. Regarde, toujours le même système, répression. Quand il y a eu là... Kanaki oui, alors déjà pour la Kanaki, parce que c'est un truc de ouf. En 2009, quand il y a eu justement le mouvement contre, encore une fois, contre la vie chère. J'aime bien, en France, on dit en métropole, en hexagone, comme on dit. Parce qu'ils disent métropole, c'est les coloniaux. C'est la preuve. Eh bien, quand on parle de la vie chère, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça le fond du problème. C'est la forme du problème, mais ce n'est pas le fond du problème. Bien sûr que c'est la forme du problème. Parce que comment ça, un territoire aussi riche et qui apporte autant de richesses et qui engraisse démesurément une toute petite proportion, ils sont considérés 10%, je crois, les béquets. Hein. C'est même pas 10%. C'est même pas 10%. C'est même pas 10%. Donc, c'est merveilleux. Hein. Et ben, concrètement, là, il y a un vrai problème. C'est pour ça que phase 1, on autochtonise, ou plutôt on afro-caribéanise les richesses du territoire. Ah, moi, je veux que ça reste dans la République française, si ça donne dans ce registre-là. Et on remet les comptes. C'est 10% pour faire large. Et on remet les comptes. C'est-à-dire que toutes ces richesses... Et oui, 1% de la... selon Libération, 1% de la population anti-française. Voilà, 1%. Mais 50% des terres. Voilà, ça c'est ouf. On parle de 1500 à 2500 personnes. Ça c'est super, c'est un truc de ouf. Donc en gros, non mais moi je dis très clairement, pas de débat. Hop, on saisit toutes ces richesses de béquets. Ouais, je suis désolé hein, les pauvres béquets. Il va falloir retourner là où vous avez le même cocoderme. Allez, faut retourner là chez les méduses. Ouais. Voilà. Ah merde, pardon. On s'entend. Et donc concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que l'enjeu, donc d'abord saisi de tous les biens. Ouais, tranquillement. Oui, c'est désolé, on était un peu à la bourre. On avait oublié la révolution de 1789, donc on doit terminer le travail. Désolé. On n'a pas rendu la copie à temps. Hop, on prend ça. Mais on prend tout. On prend tout et hop, on le répartit à la population équitablement. Donc c'est pour ça que moi je veux bien que la République française de ce point de vue-là, très bien. On fait ça dans les collectivités, tranquillement, bien, posé et tout. Ouais, parce que on remet la prospérité en marche. Et à ce moment-là, on fait un tourisme responsable ou pas, c'est à la population locale de voir. Là, pareil, on augmente un peu plus. Parce que pourquoi de fait, accablé par les diverses formes de misère? Parce qu'il n'y a pas que la misère économique, il y a la misère sociale, tu vois, et même la misère culturelle. C'est même sur la question de l'appropriation de la créolité, etc. Eh bien, si tu donnes tous ces outils-là, si tu en fais, entre guillemets, une Californie dans le bon sens du terme, hein, si tu veux, eh ben, d'un coup, tu vois, c'est marrant, la population va se sentir, on est bien, ouais, ben... Là, on peut être autonome. Hein. Bah oui. Et on peut même commencer à faire du business avec la France. Et là, on va se marrer. Et là, on va voir c'est quoi la vie chère. Parce qu'à un moment donné, il fait vous voulez du sucre? Il n'y a pas de problème. Les bananes. Que vous vendez moins cher là-bas que chez nous. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Et même le rhum, je déteste la vente d'alcool, mais pour ça, il n'y a pas de problème. Faites vous-même des grosses primes. Et vous mettez une taxe à 70%, tiens. À 70%. Et on va voir si ça va bien se marrer. Mais évidemment, c'est pour ça que là aussi, ça deviendra. Parce que faut s'imaginer quand même le truc. Les gars, ils sont marrants. Hein. Ils te disent tous, ça peut pas être autonome, ça peut pas être indépendant. Alors même que tu as des empires coloniaux, ils ont commencé juste avec une ville. Hein. Vraiment, hein, c'était à partir de pas grand-chose. Oui, ils n'avaient pas besoin d'avoir des centrales nucléaires et de battre une monnaie. Bien sûr que oui. Pas tout de suite. C'est pour ça que c'est la même chose pour la. Et là où il y a un truc très intéressant qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce que dit très bien Aimé Césaire. À un moment, il explique ça, c'est que, tu sais, ce registre de montrer qu'en définitive, tous les peuples non européens n'ont connu le progrès que par les Européens. Ouais. Tu vois, avec le truc de c'est nous qui avons fait vos routes, c'est nous qui avons fait vos hôpitaux, ça, voilà, tu vois. Sauf que, à un moment donné, Césaire il dit, ouais, mais en fait, bien sûr qu'on apprend et découvre et développe des choses par la rencontre avec les gens. Bien sûr, quand on est un minimum humain, on le sait, ça. Ouais. Mais on n'est pas obligé de le faire de manière dégueulasse comme vous l'avez fait, en fait. Ouais, c'est ça. Et il explique qu'avant de venir, il n'y avait pas rien. Et surtout ils sont là en train de dire on a apporté la culture, machin. Non, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres formes. Et j'avais même noté sur mon téléphone, je ne sais pas si il avait lancé une phrase qui était ultra intéressante. Je regarde des punchlines. Franchement, c'est que des punchlines. C'est que des punchlines. Vraiment, ça s'arrête pas. Est-ce que je les ai? Parce que lui, franchement, pour le coup, citation Césaire, il dit un truc qui vraiment
Oui, il avait dit ça. En parlant de la colonisation, des sociétés avant la colonisation, avant 1950, il disait elles étaient le fait et elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Oui, Elles étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. exactement. Et elles se seraient développées à leur Oui. rythme et pour atteindre Tricks. le même niveau. Oui, tricks. Ou pas, Ou pas, ou un autre truc chose. mieux, ouais, Ou même exactement. plus haut. Mais Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas forcément un progrès d'inventer une bombe atomique, hein. Mm. Et ensuite de la lâcher sur des pauvres gens. C'est pas forcément un vrai progrès, ça, hein. C'est pas un progrès de l'industrialisation massive et la prolétarisation de la population. C'est pas un progrès, hein, le SMIC, hein. C'est pas un progrès, hein. Où en fait tu mets les gens sur la corde raide pour qu'ensuite tu les mets tellement mal qu'ils sont obligés de disposer de faire que ce que tu veux, comme tu le veux et quand tu le veux. Voilà. Et que comme ça, merde, faut que je me réorganise parce que je peux pas prendre les congés pour mes enfants. Et puis en plus, mes enfants, ils vont à l'école. Donc voilà. Mais s'ils vont pas à l'école. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, chose intéressante. Et ça, c'était pas mal utilisé et c'était pas facile. Parce que ça aussi, c'est une chose qui explique un truc important sur les difficultés objectives et subjectives de la mobilisation dans les Antilles françaises. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, normalement, on pourrait se dire, quand c'est un peu dans le registre révolutionnaire, tu dis, mais normalement, ça devrait péter. Mais en fait, c'est un truc qu'on connaît bien dans les sciences politiques, c'est que ce n'est pas automatique l'insurrection et la mobilisation. Et quand tu es tellement accablé par tes conditions matérielles, tu n'arrives même pas à avoir envie de faire une émeute, dans le sens noble du terme. Émeute, c'est l'émotion qui sort. Et à partir de ce moment-là, c'est ça la stratégie d'ailleurs, de la précarisation des populations soumises. C'est pour ça qu'on le fait pour la plupart des pays arabes, on le fait pour la plupart des pays africains, on le fait pour la plupart des pays asiatiques, même si les pays asiatiques sont en train d'enrayer clairement la machine, eux, ils l'enrayent vraiment, hein. Donc, et ils le savent. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pas forcément par bonté d'âme, hein, que certains gouvernements d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est font en sorte de relever le niveau de la population. C'est parce qu'ils ont besoin pour que le pays puisse sortir du marasme dans lequel il était. Mais lorsque tu vois ça, pourquoi les cartels en Amérique latine? Maintenant, on le sait pertinemment. Tu veux accabler une population pour qu'elle n'arrive même pas à penser le début d'une constatation du problème. Qui te dit, c'est pour ça que là, tu vois, sur la question des Antilles, c'est là où il y a un élément essentiel, c'est que les mobilisations, oui, parce que je te disais, il y avait un des syndicalistes, c'est Bino, si je dis pas de bêtises, Bino, en 2009, dans un barrage, il se fait flinguer, criblé de balles. On sait pas qui l'a tué. D'accord. Alors évidemment, selon les autorités françaises, c'est un jeune voyou. Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bah bien sûr. Tu laisses la drogue. Mais tu vas congéler le truc. Mais c'est une stratégie. Mais tu sais que c'est comme ça qu'on a abattu l'empire chinois. On l'a dit, c'est les guerres d'opium, c'est ça. C'est tu t'assures suffisamment que la drogue circule correctement pour qu'à un moment donné, t'as des gens tarés. Et pour finir, c'était quoi le passage que tu voulais lire? C'est ça que de France Fanon, notre gars sûr. Ah. Alors, le titre, c'est Le sang coule aux Antilles sous domination française. Ok. C'est un article publié dans le Moujahid, un journal algérien de la résistance, le numéro 58 du 5 janvier 1960. Ok. C'est un peu long, mais vas-y. Ça vaut le coup. Ainsi donc, les vieilles colonies, elles aussi, empruntent le chemin de la rébellion. Ces fleurons de l'Empire, ces pays castrés qui donnèrent tant de bons et loyaux serviteurs, se mettent à bouger. Tout Antillais, tout Guyanais, où qu'il se trouve aujourd'hui, se sentira ébranlé de façon violente. Les Français, en effet, après avoir péjorativement catégorisé les Arabes et les Africains, les Malgaches et les Indochinois, concédaient, reconnaissaient qu'avec les Antillais, les choses prenaient une autre tournure. Les Antillais, entendait-on, de partout, sont des Français comme les Corses. Et il y avait d'énormes masses d'Antillais et d'Antillaises à le croire. Bien sûr, de temps à autre, le racisme éclatait. Bien sûr, le colonnat antillais opprimait et condamnait à la famine endémique les ouvriers agricoles. Mais le titre de citoyen français valait bien ces quelques désagréments. Bien sûr, chaque année, 300 tonnes d'or quittaient le territoire guyanais pour renflouer les caves de la Banque de France. Mais, selon Monerville, deuxième ou troisième citoyen français, n'était-ce pas à la fois un symbole et le paiement d'une dette? Pourtant, malgré cette intoxication immense, en dépit de cette énorme imposture, il s'est trouvé des Martiniquais pour entrer en lutte ouverte contre les forces françaises. Investir des commissariats, couper des routes.
Submergeant ces 300 ans de présence française, il s'est trouvé des Martiniquais à sortir leurs armes et à occuper Fort-de-France pendant plus de 6 heures. Des morts, il y en a eu. Des blessés aussi. 15 morts, nous dit-on, plusieurs dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Des renforts sont acheminés en direction des Antilles et afin de briser un mouvement qui doit paraître suffisamment imminent, on inonde la Guadeloupe de fusiliers marins, de CRS et de soldats. Il commente là, il est là. C'est ce qu'ils disent dans le chat, ils disent c'est exactement l'actualité de Les services français d'information prétendent que l'origine de l'émeute serait un banal incident de circulation. Peut-être. Mais alors pourquoi cette subite ampleur ? D'où vient qu'une population réagisse avec tant de violence, tant de rage ? D'où vient que les CRS réagissent avec tant de précipitation, tant de désinvolture pour la vie de concitoyens ? En réalité, le problème est posé, et c'est tant mieux. La fiction anti-française, la formule « pour l'antillais, il n'y a pas de problème » sont remises en question, et c'est tant mieux. Les vieux politiciens assimilés, infestés du dedans, qui depuis longtemps ne représentaient que leurs intérêts médiocres et leur propre médiocrité, doivent aujourd'hui être très inquiets. Ils découvrent soudain que des Martiniquais peuvent parfaitement être traités en rebelles par la France. Ils découvrent aussi l'existence d'un esprit rebelle, d'un esprit national. Lors du référendum organisé par la France, on avait demandé à Césaire la raison de son oui à De Gaulle. C'est que, avait-il répondu, les Martiniquais ont conclu un pari avec la Ve République. Notre oui, disait Césaire, est un oui circonstancié. La France s'engage à améliorer notre condition et à nous reconnaître certaines prérogatives sur le plan local. Eh bien, il semble que le peuple remette ce pari en cause et pose le problème national. La question antillaise, la question de la Fédération Caraïbe ne peut plus être longtemps dissimulée. Les Guyanes ex-hollandaises et ex-britanniques, aujourd'hui indépendantes, exercent un attrait sur la Guyane sous domination française. Les Antilles, sous domination britannique, accèdent à l'indépendance. Castro, à Cuba, donne un nouveau visage aux Caraïbes. Oui, la question est posée. Dans l'immédiat, les forces françaises et leurs alliés, les hommes politiques actuels, députés et sénateurs, briseront sans nul doute cette première manifestation de l'esprit national martiniquais. Mais nous savons maintenant que les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais seront indépendants et construiront leur pays respectif comme ils l'entendent. Le peuple algérien assure les Antillais et les Guyanais de sa fraternelle sympathie et les encourage à aiguiser leur combativité. Les Antillais et les Guyanais, soldats, sous-officiers et officiers qui luttent contre leurs frères algériens, pendant que les troupes françaises mitraillent leur peuple à Fort-de-France ou à Basse-Terre, doivent refuser de se battre et déserter. On sait maintenant que des liens existent entre la guerre d'Algérie et les récents événements qui ont ensanglanté la Martinique. Ce sont d'anciens fonctionnaires français d'Afrique du Nord, les expulsés du Maroc et de Tunisie et ceux qui étaient trop compromis en Algérie qui ont provoqué la riposte des masses martiniquaises. La brutale réaction du peuple martiniquais indique simplement que l'heure est venue de clarifier les problèmes et de dissiper les malentendus. Franz Ibrahim Fanon. Oui, c'est un truc de ouf. Eh ben franchement, Fanon, c'est un truc de fou. Ouais. Mais merci beaucoup. On sait qu'on va finir là-dessus. On peut pas parler derrière. C'est le boss. Il a dit les termes de la station thermale. Merci beaucoup d'avoir sorti ce magnifique passage. Je pense que je vais l'isoler. Je pense que ce sera la petite vidéo qui va illustrer le lancement de cette. Franchement, ouais. Il dit trop. Ouais. Franchement, c'est parfait. Moi, j'ai une admiration absolue pour ça. Ouais, non, mais franchement, bravo. Bon, et même s'il envoie une balle perdue à Monnerville. Ouais, t'as vu, mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est ce qu'on a beaucoup reproché ce que certains reprochent à Monnerville. Mais moi, pour prendre entre guillemets sa défense, je dirais juste que Monnerville a toujours fait ce qu'il pouvait dans son champ d'action avec un idéal très utopiste de se dire qu'on est tous égaux et on est tous fiers d'être français et qu'on arrivera tous à s'en sortir. Et en fait, c'est sûr qu'il n'avait pas la même démarche. Si je dois prendre juste un autre Guyanais que Félix Eboué, qui était un peu plus dur, ou que François Fanon, qui était carrément en opposition totale. Absolument. Lui, il a tenté une autre stratégie, tu vois, de diffusion et tout. Et c'est tout à son honneur. Mais il s'est fait, malgré tout, il n'a pas rien fait. Il n'a pas rien fait. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il est aussi la preuve vivante de, les gars, on sait c'est quoi maintenant la solution. C'est ça. Oui, il a testé. Et vous ne pourrez pas dire que, on n'a pas testé la voie pacifique, diplomatique, etc. La méritocratie, la machin, il a fait tout dans le système. Et preuve en est, on l'a cancel de l'histoire. Littéralement. Ouais. Donc en tout cas, c'est trop cool. Merci beaucoup, Hamza, pour cet magnifique épisode. Merci à vous pour votre soutien. Merci le chat, vous êtes au top. On va sûrement vous envoyer faire un petit raid chez Dany et Raz. Je vois qu'ils sont là, donc tant qu'à faire. Merci à ma chérie Gaëlle Canicagnan. Allez checker sa chaîne YouTube. Et comme d'habitude, avec elle, on est le dimanche dans Quoi d'autre en live sur Twitch et aussi
aussi dispo en podcast et sur YouTube. Et demain, en plus, on va tourner notre mask-off là. Et ça va être une histoire terrible. Quand je vous dis terrible, c'est comment tu passes d'un mec qui a grandi aux États-Unis, qui a été dans les gangs, à président d'un club de foot US. Et ouais, voilà. Le teasing est posé. Merci à Mourad, le showrunner. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut.